Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Real Steel, Gabriel. Salut Gab. Salut. Von Helsing, Frédéric. Cool. Et Wolverine, le combat de l'immortel, Max. Salut Max. Salut. Oui, tu rajouteras en poste les griffes qui sont. Situation critique, c'est une petite émission où on parle de films entre potes. Si ça vous plaît, hein, abonnez-vous, partagez, mettez des likes, donnez-nous de l'argent. Et aujourd'hui, on parle de Prisoners, un choix de Gabriel. Gab, pourquoi tu as choisi ce film? Parce que à la base, je voulais mettre surtout un film de Denis Villeneuve que j'aime bien. Et puis donc j'ai choisi ce film-là parce que aussi on n'avait pas mis encore de thriller dans le chapeau. Voilà. Tout simplement. Ok. Comme d'hab, les gars, je vais vous demander en 2 mots, vous avez pensé quoi du film, Max? Ah merde, il vient de prendre une bouchée. Fred. Froideur, religion. D'accord. Intriguant et surprenant. Ok. Alors, avant qu'on parte dans le truc, je vais quand même vous donner je vais quand même faire un petit résumé de ce qui se passe. Je voulais utiliser celui de Wikipédia, mais bon, je l'ai plus sous les yeux. C'est pas très grave. Il y a une femme. Attends, mais si, c'est plus simple. Excusez-moi. T'étais bien préparé. T'as mis 3 heures pour préparer tes trucs et puis tout. Dans la banlieue de Boston. D'ailleurs, c'est pas vrai, c'est en Pennsylvanie. Ouais, bref. Anna Dover et Joy Birch, 2 petites filles de 6 ans, disparaissent. L'inspecteur Lucky est chargé de l'enquête. L'inspecteur Lucky, joué par Jake Gyllenhaal. Et de son propre côté, Keller Dover, joué par notre ami Hugh Jackman, le père dévasté d'Anna, qui est aveuglé par sa douleur, se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les fillettes disparues. Voilà, le truc que moi j'ai marqué dans mon outline, et c'est vrai que qui a déjà presque un peu été relevé par vous, c'est vraiment un thriller classique, quoi. C'est vraiment... j'avais l'impression de voir les thrillers. Moi, je regarde très peu des thrillers, et c'est vrai que j'avais l'impression de voir les classiques du genre, alors avec un peu plus de... On parlera peut-être un peu de ce qu'il fait différemment, mais moi, ça me faisait penser à des trucs comme Bone Collector, comme ce genre de trucs que j'ai regardé quand j'étais plus jeune, tu vois. Toute la grande époque des films, toutes les années 90, c'était quand même la meilleure époque des thrillers. On a eu franchement des grosses perles, et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça qui était sorti. J'ai pas nécessairement beaucoup d'éléments de comparaison, mais ouais, il y a des trucs comme Seven aussi. Le Silence des agneaux, Seven, Mystic River, tous ces trucs. Silence des agneaux, c'est plus vieux, non? Déjà. Non, je crois que c'est les années 90. C'est encore 80. C'est vieux, les années 90. Ah bon? Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires, alors. Et je sais pas, justement, vous êtes amateur de thrillers, justement des trucs plus récents que ce que vous avez quand vous étiez jeune, ou bien pas, Max? C'est ton genre? Ouais, moi, j'aime bien les thrillers. Ça a toujours été... Après, c'est pas on va dire, mon genre par prédilection, mais c'est un truc que j'aime vraiment regarder. Au moins, t'es pris dans le film, t'as toujours un peu de suspense, et puis t'as ce truc, tu vois, toujours, t'as envie d'enquêter en même temps qu'eux, quoi. Tu vois, c'est un petit peu le petit défi à chaque fois de est-ce que tu vas réussir à trouver toi qui est le coupable avant la fin du film, tu vois. Ouais, tu parlais de l'intrigue, et c'est vrai que ça marche. Je trouve que c'est un truc qui marche assez bien dans ce film, justement, que tu essayes de comprendre ce qui se passe, et que tu as des petits indices qui tombent par-ci par-là. Et je trouve, alors on va assez vite rentrer dans des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, regardez-le, parce qu'il n'y a pas de raison. Il est plutôt sympa. Et puis que, ouais, voilà, comme c'est dans ce genre de film, il y a pas mal de twists, il y a pas mal de révélations, etc. Mais je trouve que ce qui est assez réussi par rapport à d'autres, c'est que les twists sont... Tu as des indices dessus dès le début, mais tu les vois pas nécessairement venir pour autant. Moi, c'est un truc dont on a parlé récemment sur les films à intrigue. Ça me gêne quand je les vois venir. Le truc qui surprend trop le personnage, si toi, tu l'as vu venir, ça marche un peu moins bien. Et je trouve dans ce film, c'est assez réussi. Je trouve, tu le vois pas venir, mais en même temps, quand ça arrive, t'es là, ah ouais, c'est pas illogique, quoi. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Toi, Gab, justement, qui a mis pour être un thriller, je pense que tu as bien aimé cet aspect-là. Ou... Ouais, non, tout à fait. Après... Moi, j'ai trouvé quand même un peu différent des autres thrillers que j'ai pu voir. Justement, mettre plus d'accent sur les personnages. Il n'y a pas un grand méchant super intelligent qui fait, qui est comme dans Seven ou
ou dans Zodiac aussi, si on parle d'autres thrillers comme ça. Ah, c'est vrai qu'il y a Zodiac qui est assez récent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de thrillers c'est récents. ça. Bon, après, Zodiac, c'est d'un fait réel aussi, donc c'est vrai que ça peut faire ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas un méchant super machiavélique qui fait tourner en bourrique les flics. Et ça reste assez simple et assez, entre guillemets, réaliste comme approche, je trouve. Enfin, en fait, le truc que j'aime bien chez Denis Villeneuve, c'est qu'il fait tout en sobriété, les choses. C'était très souvent sombre et relativement sombre et dramatique, ces films, mais c'est toujours très dans le non spectaculaire, on va dire. On est dans une certaine forme de réalisme par rapport à quelque chose, justement comme Bone Collector ou Seven, où c'est plein de trucs spectaculaires. Bah, trop spectaculaire, exactement. Là, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez. D'ailleurs, il prend beaucoup son temps. Aussi ce film pour poser les choses. C'est ce que j'allais dire. C'est que c'est quand même un film qui fait 2h30. Au début, ça m'a quand même effrayé. Je me suis dit, putain, ça va être long. Et au final, tu te retrouves avec un peu le même système que dans les séries. C'est-à-dire, on arrive à prendre le temps sans pour autant, je trouve pas qu'il a étalé le truc pour faire durer un peu comme tu peux avoir dans les séries. Mais par contre, il prend le temps. Et c'est vrai qu'au final, tu as tout qui se recoupe un petit peu sans du tout qu'on puisse. J'ai vu par exemple Kingsman au cinéma hier. Dès le début, tu sais qui va être le méchant, qui est le traître. C'est insupportable. Et là, pas du tout. Franchement, alors que je l'avais déjà vu, hein. Comme Max, on en parlait avant l'émission. C'est un film qu'on a déjà vu, mais qu'on avait complètement oublié. On avait complètement oublié tout ce qui se passait. Et c'était quand même un régal de redécouvrir un petit peu ces twists. Ok, ouais. Moi, je l'avais pas vu justement en l'occurrence, mais je trouve que y a une chose qui fait qui est justement avec son temps qu'on pourrait comparer à Caché dont on a parlé récemment, qui justement là, ça monte la tension justement et ça prend du temps à dire des réactions sur les visages des personnages, à lire leurs émotions quoi. C'est aussi un film d'ambiance. Ouais, d'ambiance, c'est comme tu disais, un film de personnages aussi qui marche assez bien. D'ailleurs, on peut en parler de ces personnages parce que c'est vrai que alors c'est présenté un peu comme un truc avec deux personnages principaux, on va dire, le personnage de Hugh Jackman et le personnage de Jake Gyllenhaal. Je trouve que c'est comme plus centré sur le personnage de Hugh Jackman, en tout cas émotionnellement, quoi. Je trouve que je l'ai trouvé plus intéressant. C'est plus impressionnant, on va dire. Ouais. Le plus mis en avant. Il est aussi plus exubérant, alors que justement Jake Gyllenhaal est justement très très discret, sauf quand il pète les plombs un petit peu dans la cellule. Mais je pense que c'est aussi assez voulu, c'est-à-dire que t'as le personnage plus en arrière-plan, mais tout en restant présent, parce qu'au final c'est lui qui réussit à faire cette enquête, alors que l'autre se plante complètement. Et même qui se fait sauver la vie par Jake Gyllenhaal, et l'autre est vraiment j'en fais des tonnes, je suis le gros beau fricain, tu vois. Je pense que il aurait été électeur de Trump à 1000%. Alors, ouais, on peut parler un peu de cet archétype qu'il est. C'est un personnage, il est assez justement archétype ricain de ces personnages qui sont sur l'indépendance, tu vois. Il veut avoir besoin de compter sur personne pour protéger sa famille. Sa femme compte là-dessus, d'ailleurs, elle lui dit qu'elle pensait qu'il pouvait la protéger de tout. Et du coup, quand il perd le contrôle, ça lui fait vachement péter un plomb, quoi. Et il est aussi très croyant. Donc, ouais, il a un côté très cliché. Survivaliste. Ouais, survivaliste américain. Aussi, exactement. Mais il a aussi un côté assez cliché de ces gens de la campagne ricaine qui sont pas vraiment des rednecks, tu vois, mais qui sont des la vieille droite dure, quoi. Classe moyenne. Un beauf. Moi, j'aurais dit un bon redneck, quoi. Non, pas trop, parce qu'il n'a pas ce côté. Il n'a pas ce côté. Justement, redneck, c'est nuque rouge. Ça veut dire c'est vraiment l'ouvrier qui se démène, qui n'arrive pas à finir ses fins de mois. Là, tu vois, ils ont quand même bouffé, ils ont une famille, ils ont une maison. Il commence le film justement en disant ça, qu'il veut pas que son gamin il prenne son argent pour acheter la voiture parce que il a pas assez de travail pour payer la maison, et du coup il veut que son gosse il cotise ou il travaille avec lui parce que justement il est vraiment classe ouvrière et il a pas. C'est un ouvrier du bâtiment, ouais, quand même, son boulot. Ouais. C'est vrai que. Après, j'ai l'impression qu'il a son propre business, tu vois. C'est quand même un chef d'entreprise, tu vois. Il a marqué son nom sur la porte. Keller Bever. Exactement. C'est un indépendant, quoi, à nouveau. C'est un artisan, quoi. C'est un petit artisan, mais il n'a pas l'air au bord de la misère. Enfin, non, mais c'est vrai qu'il n'a pas le côté redneck banjo, consanguin, etc. C'est une vision à nouveau plus réaliste, peut-être, du campagnard moyen ricain, quoi. C'est ça, exactement. Il n'a pas l'air complètement demeuré. C'est vrai que moi, je pense redneck, je pense tout de suite à la caricature qu'on est faite dans les Simpsons, tu sais, où ils ont leur labo pour faire de l'alcool et de la meth, tu vois. C'est un peu comme ça que je m'imagine le redneck.
C'est caricatural, hein, mais dans les films, malheureusement, c'est souvent caricatural. Non, mais tu vois, la semaine dernière, on a parlé de Inbred qui s'inspirait des trucs comme Délivrance, ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas dans ce registre-là, quoi, c'est clair. Non, il n'a pas du tout l'air consanguin. Non, mais bon, justement, on est aussi dans un film beaucoup plus sérieux, quoi. Non, Hugh Jackman, il n'est pas consanguin, hein, attention. Bah non, il est quand même bien beau gosse, autrement, pour un consanguin. Il n'a pas le menton des Habsbourg, quoi. Non, c'est sûr. Mais alors, j'ai trouvé que c'est un excellent choix, quoi. Ça allait vachement bien, ce côté. De toute façon, c'est un truc qu'il fait souvent, hein, le mec un peu colérique, quoi. Bah, Wolverine, c'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. Mais bon, c'est quand même joué avec vachement plus d'humanité, là, tu vois. Forcément, quoi. Il était excellent, mais d'ailleurs, comme on en parlera, mais je trouve le casting excellent. Ça, c'est vraiment. Denis Villeneuve, tu sens qu'il a une sensibilité qui est quand même extraordinaire. Je trouve qu'il porte un peu le truc quand même, Hugh Jackman, parce que, ouais, comme on disait avant, Jake Gyllenhaal est plus dans la. Ouais, mais il y a aussi Paul Dano. Il y a Paul Dano qui, pour moi, est mais qui n'est pas là pendant tout le film non plus. Non, il n'est pas là pendant tout le film, mais moi, je l'avais déjà trouvé extraordinaire dans Let There Be Blood, où je le trouvais, où justement, il a ce côté un petit peu discret, mais fou, etc. Et là, il le joue avec un brio incomparable. Bon, il est quand même un peu abonné au rôle de taré, hein, Paul Dano. Bah, il a une tête de taré, tu sais, il a une tête un peu. Il a quand même. Enfin, je veux dire, ce mec, il va pas jouer un rôle à la DiCaprio. Enfin, je veux dire, dans Titanic, il aurait quand même été un peu compliqué, tu vois. Il joue bien ces rôles-là, ces rôles assez autiste, fleur de peau, quoi. Ouais, un peu autiste aussi. Il a une tête d'autiste, ouais, c'est ça. Et on parlera peut-être un peu des plans. Ouais, Max, tu veux dire quelque chose? Une tête de bonne victime. Alors voilà, c'est justement ce qui se passe, quoi, quand même. Il y a Keller, le personnage de Hugh Jackman, qui croit que Paul Dano est celui qui a enlevé ses gamines, et quand la police finit par le relâcher, lui, il le capture, il l'enferme pour le torturer. C'est quand même très violent, et c'est quand même tout ce qui est... C'est pour ça que je dis que c'est quand même Hugh Jackman, le personnage principal du film, parce que même si on va y venir après sur le fameux concept la guerre contre Dieu que livre ce serial killer, qui je pense qu'est assez bien pensé dans la manière dont ça affecte tous les personnages. Mais on le voit surtout sur Hugh Jackman, qui, le fait de perdre sa fille, le transforme en monstre, en fait. Puisque lui aussi kidnappe quelqu'un, quoi. Ben, en même temps, il avait cette conviction, parce que tu as le mec qui lui dit elles n'ont pas pleuré jusqu'à ce que je parte. Mmh. Et puis au final, ce mec est au courant de ce qui se passe, puisqu'il vit quand même avec sa tante. Oui, mais il est trop affecté, parce que justement, ce qui s'est passé, c'est que lui était une ancienne victime de base du serial killer, et c'est pour ça qu'il est aussi flingué dans la tête, c'est pour ça qu'il est aussi au courant des trucs, mais c'est aussi pour ça qu'il n'est pas capable nécessairement d'en parler. On le voit. Il est mutique, je crois. Il disait la tante, elle disait qu'il parle pas, qu'il parle peu. Ouais. Donc, et quand il parle un peu. Ouais, mais tu vois, après, il parle. Ça, c'est un peu un truc de thriller, c'est qu'il parle un peu en énigme. Ouais, en énigme. Ce qui est bien pratique. Absolument. Ah bah, c'est clair. S'il disait tout de suite, elles sont dans la cave, ça serait quand même un peu plus triste. 10 minutes le film, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bravo, belle enquête. Et justement, tu as ce truc de torture où tu as son pote Franklin qui est le père de l'autre gamine qui s'est fait capturer, qui lui est joué par Terrence Howard, merci, qui lui aussi est très bien, j'ai trouvé d'ailleurs dans le film. Absolument, dans sa discrétion, dans sa retenue, dans son côté hésitant par rapport à si je suis humain, mais en même temps il y a ma fille qui est perdue. J'ai trouvé il jouait bien cette dualité. Il joue bien, c'est le problème moral en fait qui se posait à eux. Qu'est-ce que tu ferais face à ça, tu vois? Et à quel point ça l'affecte, quoi, physiquement, etc. Exactement. Puis il y a cet alcool qui est omniprésent aussi. Il y a tout l'univers, on en parlera, je pense, après dans un chapitre spécifique, mais l'univers est très intéressant. Enfin, tu me dis, ou alors on en parle maintenant. Mais... je ne sais pas nécessairement ce que tu veux dire. Mais je ne sais pas, tu parlais des personnages, donc on va continuer sur les personnages. J'imagine que ça donne plus de cohérence. Ouais, mais alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de Jake Gyllenhaal parce que c'est un peu ce genre de personnage qui est un peu comme le personnage principal de Back North et surtout un flic. Et c'est ça sa personnalité. Ce qui compte, c'est est-ce que je vais réussir mon enquête. Et en un sens, ça marche, mais parce que tu vois, le film se passe au début à Thanksgiving et il est tout seul dans un diner, tu vois. C'est déjà un petit indice à quel point il est solitaire, ce personnage. Et d'ailleurs, il n'a pas de partenaire. Hein, au niveau de son commissariat, il n'est pas soutenu par la hiérarchie. Hein. Dès qu'il va faire un truc, il doit le faire tout seul, en gros, quoi.
N'empêche, il envoie bien chier son chef quand même. Hein. C'est ça, on apprend quand même qu'il a été un peu trauma en étant jeune. Mais c'est pareil, ouais, comme dit Gab, il y a le duel avec l'autorité, etc. Le flic qui va être indépendant, seul. Mais on voit quand même que c'est un mec torturé. Ouais, voilà. Mais et ils le disent, il a été enfoyé pour enfants. Si on apprend qu'il a été enfoyé, etc., on sent qu'il a une enfance de merde, puis qu'il a maintenant il a ce besoin de justicier. C'est un peu la compensation, j'imagine. Tu sais quoi, il y a le côté où il est orphelin, peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y a tout ce côté des personnages qui perdent leurs enfants dans ce film. Et lui, il n'a pas eu de parents, peut-être. C'est peut-être ce côté-là aussi. C'est vrai que j'ai pas vraiment pensé à ça, quoi. Il a grandi aussi chez les curés, toujours cette notion de religion qui est très, très. Il y a des tatouages aussi. Après, j'ai pas vu ce que ça représentait ces tatouages-là, mais c'est aussi ça dénote aussi d'un flic normal, peut-être. Je sais pas. J'ai pas remarqué. Il y a un tatouage sur le cou. Après, il y a les tatouages sur les mains aussi. Ouais. Un labyrinthe. C'est bien le cerveau. Ça, c'est vrai que c'est comme. Non, mais oui, après, il est pas soutenu par la hiérarchie, mais je pense aussi qu'il y avait peut-être une chouïa critique aussi de manière générale, comme on sont menées un peu aussi des enquêtes, enfin une critique de la police, tu vois, tu vois, le patron, on le voit toujours en train de dire qu'au final, il s'en bat les couilles et que. Il a autre chose à faire. Ouais. Tu feras ton enquête, tu fais ton truc, mais lui, en vrai, ça lui fait ni chaud ni froid. Et quand il décide de plus faire suivre quelqu'un ou quoi que ce soit, il tient même pas au courant. En fait, c'est juste, j'ai pas le budget. C'est autre chose. Mais ça, c'est un truc très classique dans tous les films, en vrai. Presque tous les films où tu suis un flic, s'il y avait tous les commissariats qui étaient avec lui, ça irait beaucoup plus vite. Tout de suite. Du coup, de l'arme fatale à n'importe quel film, c'est comme ça. Mais néanmoins, c'est le seul rôle que j'ai trouvé un peu mal joué, excessif. Il en fait des tonnes. Je trouvais qu'il en faisait un peu des tonnes par rapport à ce qu'on imagine plutôt d'un réalisme. Ça va. Okay. Après, le seul truc qui m'a un peu dérangé par rapport à ce rôle-là, c'est que c'est le seul gars qui enquête vraiment sur. T'as l'impression, en tout cas dans le film, que c'est un peu le seul gars qui enquête sur les enlèvements. Alors que quand il y a un enlèvement, je pense qu'il y a plein de gens qui sont impliqués et surtout, je pense que ça monte d'un cran dessus, genre ça monte à. C'est ça, c'est le flic local, j'avoue que c'est un petit peu particulier. Ouais, il y a tout le monde qui fait les recherches en même temps, il y a quand même du monde dessus. C'est lui qui dirige l'enquête vraiment. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'aurais le FBI. C'est le shérif de la ville, j'ai l'impression. Quoi. Pour deux gosses, j'imagine qu'il y aurait plein de monde, c'est vrai. Bon, après, voilà, quoi, c'est un détail, mais c'est plus facile pour raconter l'histoire après aussi, enfin pour le film, quoi, c'est plus simple. Mais je sais pas. Il y a des côtés où je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé bizarre Jake Gyllenhaal dans ce rôle. Enfin, tu vois, il y a des moments où quand il fait des interrogatoires et qu'il n'est pas tout à fait satisfait des réponses qu'il a, tout d'un coup, il se met à sourire et à rire. Alors que c'est un peu un rire nerveux. C'est peut-être justement son côté dérangé un peu qui ressort. Je sais pas, mais. Et puis j'ai remarqué un truc, c'est que c'est le seul mec qui cligne des yeux en clignant du visage. Ouais, il s'est mis un tic. Ok. Parce qu'il n'a pas du tout ce tic-là dans ses autres films. Mais il me semble pas, ouais. Non, il n'a pas ça. C'est que pour ce rôle-là qu'il s'est mis ce tic-là. Ouais. Mais écoute, j'ai pas réussi à comprendre le pourquoi, mais en tout cas, j'aimais bien. Je trouve que ça lui allait bien. Mais tu vois, ça soulève un peu un personnage qui a aussi des problèmes et qui est humain et puis qui a un passif. Et donc, ce qui se passe, c'est que justement, à un moment, il pète les plombs face au deuxième mec, au deuxième suspect, à la deuxième fausse piste. Puis la première fausse piste, c'était Alex, le mec qui a été kidnappé finalement par Keller. Et la deuxième fausse piste, c'est une autre ancienne victime, qui est un mec qui finalement est une ancienne victime, mais qui s'est échappé et qui du coup reproduit un peu les crimes, mais avec des mannequins de magasins et des vêtements qu'il a volés, etc. On n'est pas sûr qu'il se soit échappé. Je crois qu'il laissait après. Soit ils l'ont laissé partir parce qu'il a résolu la fameuse. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Mais donc voilà, il y a ce truc-là qui lui aussi est une victime, et ce mec-là, il crève, il se suicide par la faute de la colère du personnage de Jake Gyllenhaal. Donc c'est là où un peu mène ce côté. Mais ce personnage m'a intrigué, j'ai pas compris, peut-être je l'ai manqué, mais quel est le lien qu'il a avec le couple? Parce qu'on dit qu'Alex, c'est une ancienne victime, ok, mais aussi qu'il a pu s'échapper alors. Ou peut-être qu'il les laisse partir au bout d'un moment. Pas tous apparemment, puisqu'il en a tué plus de 16, c'est ce qu'il dit quand il se fait enfermer dans la cave du curé. Et donc c'est pour ça qu'il a gardé le truc du labyrinthe et puis laissé
serpents, parce qu'apparemment, les serpents, c'était la première chose qui a terrifié Alex, c'est ça? Et donc, après, il l'a reproduit. C'était ça le lien qu'il y avait avec la famille. Mais je ne savais pas qu'il avait aussi été une victime. Non, je crois que le gars qui s'est fait tuer par le curé, là, le père, le patriarche des fous, là, je crois qu'il kiffait les serpents, il me semble. Mais du coup, ça devient un trauma pour les gosses. Mais la vieille, elle dit, il a arrêté de parler depuis les serpents, depuis une histoire avec les serpents. Ouais, ça, c'est du bullshit, ça. C'est du bullshit. Oui, parce qu'en même temps, ils ont pris plus cher que les serpents. Ouais, ça, c'est le cocktail de kétamine et de... LSD ou je sais pas quoi. Mais ouais, alors c'est bizarre qu'il le laisse vivre, je comprends pas. Normalement, tout le monde qui a pris le laisse... Je crois qu'il était en prison, en fait, le gars. Tu as ce truc-là, hein. Si tu finis tous les labyrinthes, tu peux rentrer à la maison. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est glauque et pervers quand même. Donc, c'est parti. Après, tu vois, il y a la petite Joy. Ah oui, il a réussi le labyrinthe. T'as réussi, ouais, t'as raison. Et donc, la petite a dû aussi réussir. Ok. Ouais, elle s'est échappée, en tout cas, elle dit qu'elle s'est échappée. Donc, je sais pas, mais... Et du coup, ça marche assez bien comme deuxième piste, mais du coup, bah voilà, il se suicide et c'est le but du rôle de Gyllenhaal. Enfin, c'est la fin de l'arc un peu de Gyllenhaal là-dessus, quoi. Et la vraie tueuse, c'était la tante de Alex Jones, qui donc s'était fait enlever son enfant quand il était... Non, son enfant était mort du cancer, pardon. C'est ça. Et à la base, elle était très fortement religieuse. Elle et son mari étaient très fortement religieux. Ils distribuaient des flyers sur Jésus, quoi. Et après ça, ils ont plus du tout cru en Dieu et comme dit, ils veulent fâcher Dieu. C'est ça, la manière dont ils disaient en anglais, c'était ils ont déclaré la guerre à Dieu, en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'en prenant aux gens leurs enfants, ils leur faisaient perdre leur foi en Dieu et ça les transformait en monstres. Et c'est assez bien impliqué dans tous les personnages du film, parce que même justement, Jake Gyllenhaal, sa vie devient un peu plus de la merde et il y a un mec qui se suicide à cause de ça, qui était une victime, tu vois, à cause de la violence que lui, ça lui a créé d'être dans une situation pareille. Donc, je trouve assez bien comme ça affecte tout le monde, c'est bien fait, quoi. Ouais. Puis tout se rejoint, tous les éléments, il n'y a rien il y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Moi, franchement, je l'ai regardé le film attentivement, j'ai rien vu venir. Et puis, ça, c'est très plaisant. Puis à ce côté, c'est un peu un tu vois, ils ont comme un gimmick justement avec le truc des labyrinthes, la guerre contre Dieu, etc. C'est comme tous ces personnages comme le Bone Collector, comme le mec de Seven, comme le Zodiac, ils ont tous un petit gimmick, tu vois, un truc qui fait que c'est pas juste un tueur en série, ils ont un truc bizarre bah là c'est l'homme invisible en l'occurrence, c'est un peu nul, mais le truc, la légende du FBI, mais ouais, le truc du labyrinthe. Mais du coup, c'était un truc que je trouve amusant, qui est comme ce côté-là, qui serait pas nécessaire, mais qui marche bien, quoi. Le truc de labyrinthe. Et le sifflet. Oui, on voit. Vas-y, Max. Je sais pas, t'as vu soulever les yeux. Ok. Mais c'est vrai que... Vas-y. T'avais rien à dire, Max? Non, bah écoute, non, moi j'ai trouvé, c'est pareil, hein, j'ai trouvé que vraiment tout était bien ficelé, j'ai été surpris à chaque fois. Je trouve que après voilà, il y a peut-être des petits détails comme ça où on est perdu justement plutôt sur le passé des gamins, comment ça a été ficelé, mais c'est pas en soi, c'est plus des détails qui servent l'histoire plutôt que des choses qui sont importantes pour le déroulé du scénario. Donc en soi non. Il n'y a pas de moment où ils nous font chier avec des retours en arrière, des choses déjà vécues, des machins. Tout le long, tu as quand même cette ligne de suspense avec ces moments glaçants. On évoquait brièvement la vieille tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand elle fait toi, papa, je t'avais vu. Mais putain, j'en ai eu des frissons, tu vois. J'ai vraiment eu des frissons. Enfin, pas papa, mais toi, je t'ai vu au père de la petite. T'étais là-bas, ouais. T'étais là-bas, j'ai trouvé terrifiant. Et puis après, cette vieille, oui, peut-être si tu survis, peut-être tu pourras voir le cadavre de ta fille. Je veux dire, c'était vraiment réussi, mais sans qu'on tombe dans le film qui fait peur ou dans le film dégueulasse, comme le film plein de sperme qu'avait mis Gab la dernière fois. Non, mais puis même, ouais, c'est ça, les dialogues sont bons aussi. T'as vraiment une belle brochette d'acteurs qui interprètent le truc. Enfin, dès le début, ça, tu vois, j'ai vu les acteurs, je me suis dit, c'est bon, de toute façon, on va être régalés. C'était pas sûr, ils auraient pu être mal utilisés, etc. Ça aurait pu être M. Night Shyamalan, qui est le réalisateur. Il a quand même fait des bons films. Mais... Oui, mais généralement, les acteurs sont bizarres dedans.
Voilà. Moi, après, je suis un grand fan aussi de Jake Gyllenhaal, mais donc ça marche bien. C'est vrai qu'à l'époque, il avait enchaîné pas mal de bons films, des films cool à la suite, comme ça. Mais ils ont justement parlé de fait quand De Villeneuve a reçu le script pour Prisonnier, c'était pendant qu'il tournait Ennemi, ouais. avec Jake Gyllenhaal, et du coup il a tout de suite pensé à lui pour ça, donc ça marche bien, et je trouve dans ces rôles-là il est vraiment bon, Jake Gyllenhaal. Parce qu'il a ce visage neutre. Oui, et puis tu vois, il y a Nightcrawler, ouais. Qui est vraiment bon aussi. Alors, c'est pas du tout le même rôle qu'il a, mais je trouve que dans ce genre de film, il fonctionne très, très bien. Je suis d'accord avec toi. Moi, pour le genre, oui, mais j'avais du mal à le croire comme flic de petite ville. Je sais pas si c'est sa coupe de cheveux ou... Il y avait un truc qui faisait que... Flic de petite ville, mais qui voulait devenir plus que flic d'une petite ville. C'est vrai. Et, oui, je voulais juste revenir à un truc par rapport au Fred, que tu parlais des moments où tu as vraiment la tension qui monte, etc. Enfin, tu as vraiment des moments quand même un peu flippants, enfin badants en tout cas. Et c'est vachement aidé par la musique, quoi, par des styles musicaux. Justement, le moment où la gamine, elle le regarde, tu vois, d'un coup, tu as un chum, tu vois, comme tu as dans un film d'horreur aussi. Et c'est assez bien fait, c'est suffisamment subtil pour que ce soit pas trop gros, quoi, comme presque tout ce que fait ce film, en fait. Hein. Il est toujours comme dans la sobriété. Quand il est dans la cave du curé, ou bien à la fin, justement, moi j'avais l'impression qu'on était avec l'autre vieille, on avait presque l'impression d'être justement à la fin de Silence des agneaux aussi, justement, tu vois, où tu as vraiment un moment où tu dis te fais pas choper, tu vois. Peut-être la dernière scène, là, quand il conduit, puis il amène la petite fille à l'hôpital, peut-être que j'ai trouvé un peu too much. Ok. Quand il pisse le sang, là, et ouais. Ça, j'ai peut-être trouvé un peu too much, mais sinon, globalement, ouais, c'était... Ah, c'était un peu plus... Moi, j'avoue que j'étais content qu'elle soit là, parce que c'est vrai que, justement, les films sobres, ça m'emmerde un petit peu, d'un côté. Et je trouve tu voulais une course à toute blinde avec la voiture? Bah, c'est pas vraiment une course-poursuite, hein, non plus, mais et en plus, c'est dure pas très longtemps. Mais non, mais c'est même pas ça, mais je trouve que visuellement, c'est là où il y a le plus de... Si j'arrive à faire le partage d'écran, c'est là où il y a le plus de plans qui ont vraiment, vraiment de la gueule. Alors, le film en général a de la gueule. On va justement peut-être parler des visuels maintenant, mais le film en général a de la gueule, mais tous ces plans avec la pluie qui lui rend le truc impossible à conduire, etc. Ça marche vachement bien, quoi. Hein, c'est ça, cette pluie omniprésente et froide comme ça. Le froid, c'est pour ça que j'ai mis froideur, parce que tu es vraiment dans cet isolement. Il y a cette noirceur, il n'y a personne. C'est pour ça que moi, je trouvais ça, avec la voiture où il y a plein de monde, tout ça, je trouvais dommage, il y avait trop de vie. Moi, j'aimais bien cet endroit. Il est tout le temps froid. Tu as l'impression un peu comme dans Fargo, tu vois, où tout le temps froid, tout le temps sombre, pleut des cordes, il n'y a personne, c'est glauque. Tu peux que être dans ta voiture parce que autrement, tu es vraiment perdu au milieu du néant. T'as des vieux camping-cars pourris, tout est pourri, c'est vraiment le délabrement de l'Amérique abandonnée. Et moi, je trouve que c'est très bien représenté. Regarde comme c'est horrible, qu'est-ce que personne ne vive là. Mais c'est quand même un très joli plan en plus. c'est très bien fait, mais c'est horrible. Des croix d'un cimetière américain. C'est vrai. T'as raison, c'est glauque. Mais justement, au niveau couleur, c'est très gris, c'est très marron, un peu de vert, un peu de beige si on veut, mais c'est très dans le glauque, quoi, vraiment. Ce plan-là aussi est assez stylé. Ouais, ce plan séquence, après, il continue un peu plus loin. Exactement, où il passe dans la rivière et tout ça, ça rendait vachement bien, quoi. On pourrait parler un peu aussi de la mer, on y reviendra. Bon, elle pète les plombs, quoi. Elle est folle, elle est sous médoc, elle n'est pas très intéressante. Elle est un peu... Ouais, elle laisse la responsabilité à son mari, quoi. C'est ça, elle ne regrette pas d'engueuler son mari, elle ne fout rien, elle reste dans son lit parce qu'elle est cramée et puis qu'elle est sous désespoir, quoi. Mais elle n'est pas très sympa parce que quand elle retrouve sa fille mais que son mari a disparu, elle a l'air vachement plus sympathique. Elle s'en branle. Ouais. Elle est moins affectée, quoi. On n'a pas parlé de Viola Davis non plus qui est très longue. Émue. Dans cette scène, j'ai trouvé... Dans ce film, les meufs n'ont pas tellement d'intérêt, je trouve. Non, en effet. Ça aussi, c'est assez bien fait. Quand tu as ce deuxième suspect qui vient dans la baraque et tu te dis merde, mais qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, ce que tu comprends, c'est qu'il est venu voler les chaussettes et puis les fringues, en fait, ils se sont retrouvés après. Ouais. Justement, parce qu'il a vu ses victimes et il avait envie de se rapprocher de son statut de victime de lui en faisant son truc, tout son truc de déranger, quoi. Et c'est bien fait parce que ça te donne à la fois
piste et une fausse piste à la fois, quoi. Exactement. C'est cool. Mais c'est fou justement à quel point il sert la serial killer, quoi, tu vois. Il lui rend tellement service en semant ce genre de petites choses, là, de petits détails dans l'histoire pour perdre le spectateur et puis perdre la police aussi, quoi. C'est ça, au final, il aide son bourreau. Ouais, c'est clair. Elle n'a pas grand-chose à faire, puisque d'ailleurs, c'est Alex qui les a capturés. Elle dit juste c'est elle qui a décidé de les garder, quoi. Donc c'est quand même. Alex les a pas vraiment capturés. Alex, il les a emmenés faire un tour. Voilà, faire un petit tour, voilà. Ce qui est gênant, mais voilà. Tu vois, ce genre de moment. Il est super gênant, Alex. Ouais, non, lui aussi est super gênant. Ils ont vraiment bien choisi. Tous les acteurs ont la tête qu'il faut. On parlait des serpents qui sont. Ces petits moments presque un peu jumpscare du truc qui marchent assez bien parce que le mec aussi, il en a marre à chaque fois d'ouvrir des trucs, il y a des serpents. Ça, c'est drôle. C'est plans aussi qui rendent vachement bien. Mais c'est vrai que c'est chelou qu'il soit tout le temps tout seul. Parce qu'avant, tu te dis, il a toujours un coéquipier. Tu vois, quand, allez, vas-y, il y a un mec qui est bourré, je vais dans une cave trop glauque où tu te dis, il y a forcément un truc trop glauque, ça pue le cadavre. Ouais, allez, tranquille, j'y vais. Le curé, il a qu'à fermer la porte. Et puis, c'est bon, tranquille. Moi, je me suis dit, il va se faire choper, putain de bordel de merde. Il va appréhender un taré comme ça, tout seul dans sa maison. C'est ça. Le mec est juste bourré, il peut se réveiller, tu vois. Et puis, ça crée aussi une dynamique de personnage qui peut bien marcher. Et puis, vraiment, dans la réalité, tu ne vas pas tout seul parce qu'il faut quelqu'un pour te couvrir le cul. C'est vrai. Claire, tu vas avoir des tueurs potentiels. Mais bon, comme il n'est pas soutenu par sa hiérarchie. Ouais, c'est ça, chill. Puis, je dis à personne où je vais, on s'en branle. De toute façon, ils n'écoutent pas. Donc, ouais, c'est vrai, le vieux son. Il n'a pas de budget pour un coéquipier. C'est ça. Mais c'est un truc qui était assez intelligent dans Bone Collector pour ça. C'est que je crois que c'est dans Bone Collector. T'as vraiment adoré ce film, tu le cites en permanence. Pourtant, c'est vraiment une bouse. C'est le seul thriller qu'il a vu. C'est un peu ça. C'est une de mes références quand j'étais ado. C'est sa seule référence. Il y avait ce truc intelligent justement où t'avais un duo, mais comme t'en avais un qui était cloué au lit, genre c'était un vieux qui lui connaissait les histoires de serial killer. Le duo se faisait à distance, tu vois. Donc, tu avais quand même, je crois que c'était Angelina Jolie ou je sais pas qui était toute seule sur le truc. Donc, tu avais quand même le bénéfice des deux, mais bon. Angelina Jolie en enquêtrice. Non, mais putain. Alors là, tu vois, un mauvais choix. Genre, la grosse bombasse, ouais, je vais te dire flic glauque. Non, mais c'est débile comme choix. Ça devait vraiment être une merde, ce Bone Collector. Je crois que je l'ai vu, mais je crois que c'était vraiment une merde. Ça va. C'était un peu bof. J'ose pas le re-regarder. J'ose pas. Je crois que je vais le mettre dans le chapeau, du coup, alors. Non, mais si c'est dans le chapeau, je le ferai, mais je ne vais pas perdre du temps pour mon plaisir à faire ça. Enfin, pour mon non-plaisir. Parce que je pense que je ne vais pas aimer. Je pense que ça a vieilli. Surtout, ça a vieilli. Puis, je pense qu'il est très 2003, je ne sais pas quelle heure. Même peut-être 98. Non, mais c'était l'époque où il y a quelqu'un de bankable, il y a quelqu'un qui est bankable, vas-y, on le met. C'est comme là, si on avait mis The Rock, tu vois, pour jouer l'enquêteur. Non, mais s'il te plaît, on serait dit, vous foutez de notre gueule ou quoi? Mais là, c'est pour ça que là, c'est subtil. Je ne sais plus qui jouait le vieux flic. Je crois que c'était Morgan Freeman, donc ça allait vachement. J'espère que je me trompe. Ils ont mis Dieu en vieux flic. En même temps, dès qu'ils veulent un noir vieux, ils mettent Morgan Freeman. C'était peut-être Samuel Jackson aussi. Parce que maintenant, il commence à être vieux, mais avant, il n'y avait que Morgan Freeman. Danny Glover. Ou Danny Glover, à l'époque. Ah ouais, c'est vrai. Dans cette film-là, à part ça, Hugh Jackman est obligé d'en faire pas mal et il se débrouille bien, quoi. De ce mec qui essaie d'être hyper viril, tu vois, et qui craque, quoi. Il fait bien l'homme en colère, quand même, lui. Ouais. C'est vrai. J'ai vu que c'était une critique négative un peu que les gens avaient du côté du film, c'est que il est tout le temps en train de grincer les dents, etc. Et t'es là, ouais, mais en même temps, ça marche bien pour ce personnage-là, quoi, je trouve. Puis comme il le dit plusieurs fois, il dit, putain, là, ça fait... Il compte les jours, il se dit, putain, mais après, au bout d'un moment, c'est vrai que potentiellement, si elles sont enfermées quelque part, le risque de vie est devenu infime. Donc, ouais, heureusement qu'il grince des dents. En plus, il rentre, t'as son fils qui dit, putain, tu faisais que de te bourrer la gueule. T'as sa femme qui dit, t'es une merde. On grincerait les dents pour moins que ça, hein. Oui, et puis les autres personnages ne sont pas dans le même registre non plus, quoi. À part Jake Gyllenhaal quand il pète un plomb lui aussi, quoi. Mais parce qu'il fait mettre la pression. Il peut avoir l'impression que le flic s'en fout. Enfin, tu vois le flic qui se met à enquêter sur lui, à le suivre. Franchement, tu te dis, mais foutez de ma gueule. Il y a ma fille qui est emprisonnée, puis t'as un putain de flic qui vient me suivre. Il le suit à raison, quand même. Pour sauver Débilos, mais pas pour sa fille. Sauf qu'il y a Débilos qui est comme une victime. Oui, enfin, il est une victime moins grave, quand même.
Ça reste un être humain qui est torturé, quoi. Oui, je suis Le d'accord. mec, il a été kidnappé, ça fait 26 ans, ça reste une victime aussi, tu vois. Je suis d'accord. Toutes les victimes sont égales, mais je veux dire pour notre ressenti. Non, mais c'est sûr, c'est pas pour rien que c'est des petites filles qui se font enlever non plus dans le film, quoi. C'est vrai. Tu seras toujours plus attendri par une petite fille que par un débile. Mais je veux dire, c'est humain. Je dis pas que c'est moral. Je dis que c'est humain. Bon, ça dépend, il y a des débiles très charmants. Mais ta gueule. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors justement, ça c'est intéressant parce que le film joue avec nos préjugés, entre guillemets, de ça, puisque c'est parce qu'il est un peu débile, dérangé, autiste, qu'on se dit, c'est une bonne piste en fait. Et pareil pour le deuxième d'ailleurs. Alors que finalement, le vrai tueur, la femme, elle parle comme quelqu'un de normal, quoi. Elle est tout à fait capable de faire semblant, etc., quoi. Parce qu'il y a cette phrase très perturbante quand même où il chante la même chanson, il dit le même truc. Enfin, tu te dis, mais putain, il a forcément eu un contact avec ses gosses. Donc, alors ça, je trouve que le film, je sais pas s'il fait exprès ou pas, mais c'est super commun cette chanson en fait. Ouais, Vive le vent de cours d'école. Non, mais même c'est une version de Vive le vent. C'est Jingle Bells, Batman Smells. Et ça, c'est une version de cours d'école qui date genre du milieu des années du XXe siècle en Angleterre et qui a été reprise par les Simpsons. La version qu'on entend dans ce film, c'est la version qu'il y a dans les Simpsons que tout le monde aux États-Unis a entendu dans sa vie. Donc je trouve que le père, il saute un plan parce que lui, il n'a jamais regardé les Simpsons, sûrement. Mais... Oui, le hasard tombe mal. Le hasard tombe mal, que ça soit pile un jour après, il la chante. Et en plus, c'est probablement le cas. Hein, probablement qu'il était avec les. Il les a vus, elle chantait, et puis c'est là qu'il les a récupérés. C'était aussi pour accentuer un peu la paranoïa du père aussi, quoi. C'est ça. Fou, quoi. Limite fou par rapport à retrouver sa gamine. Il devient fou. Avec son système de douche, il devient complètement cramé aussi. Mais après, c'est quand même. Il est bouffé par la haine. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'il te le dit très vite que c'est pas possible que ce soit justement quelqu'un qui soit débile, qui ait manigancé ça, parce que c'est trop pointu pour faire disparaître les gens comme ça aussi rapidement. Sans indice, sans rien. Mais ce qui est fort, tu vois, c'est ça aussi, c'est que au final, le flic, à la fin de l'histoire, il a pas il sait pas qui c'est. Et sans le fait de rechercher le père et puis du coup aller s'excuser, dire qu'ils ont retrouvé son fils adoptif, en fait, le flic serait jamais allé chez la tante et du coup n'aurait jamais retrouvé la deuxième gamine. Ouais, en fait, il n'a pas résolu l'enquête. Il n'a pas résolu l'enquête. C'est juste la chance à chaque fois. C'est un pur hasard, ouais. Mais du coup, là, c'est un hasard mais qui est arrivé parce que l'autre est devenu fou et qu'il a séquestré Alex, en fait. C'est parce qu'il a séquestré Alex que le flic est tombé sur Holly Jones, sa mère adoptive, la tueuse, en train d'injecter Anna, la gamine, quoi. C'est parce que Alex avait été capturé et torturé par Decker et que lui, il devait aller parler à... Et puis Jake Gyllenhaal, il comprend qui est le méchant quand il voit la photo du mari de la tante avec le collier. C'est là qu'il comprend. Ouais. J'ai pas percuté ça. Pour moi, Keller était celui qui échouait. Et en fait, non. Dans l'autre sens, c'est pour ça aussi que ce thriller il est un peu différent des autres, parce que justement, en fait, l'enquêteur, il n'a rien capté jusqu'à avant 5 minutes avant la fin, quoi. Non, il n'y a pas de vrai héros de cette histoire. C'est ça qui. Mais pourtant, il sauve tout le monde, le flic, parce qu'il sauve. Oui, justement, ça reste un héros. Il sauve Keller, il sauve la fille aussi. Il trouve la méchante. Donc, mais c'est vrai qu'en gros, on l'a mis un peu. Et on nous laisse quand même le mystère de savoir est-ce qu'il a vraiment retrouvé le baron. Il entend le sifflet. J'avoue vu la tête qu'il fait, c'est on s'en doute, mais il a décidé quand même de couper le film avant pour. Tant mieux, ça termine comme ça le film. C'est bien mieux, ça évite le happy end où il se retrouve. En fait, merci, je te pardonne. Ta gueule, t'aurais envie de le battre. les trucs trop sucrés, ça m'agace. Et là, on reste dans cette froideur, dans ce côté extrêmement. Il y a un autre côté champ ouverte que je trouve intéressant. C'est vous avez remarqué que la gamine, quand elle vient remercier le flic, elle est très froide, justement. Elle n'est pas encore shootée. Elle est défoncée encore. Tu penses que c'est encore ça? Je ne sais pas. Elle était à l'hôpital, ils viennent de lui foutre un sérum. Parce qu'il y a toute cette idée du trauma et de la folie qui est transmise aux autres par ce film. Donc, je me dis, est-ce qu'elle ne va pas devenir une autre... Ouais, mais elle est restée que 6 jours. Elle est restée que 6 jours. Les autres sont restés 10 ans, 15 ans.
T'en sais rien. Ils le disent avec la première, tu vois, qui avait encore du mal à se réveiller, encore du mal à parler, qu'il y avait eu le mélange de drogue qu'elle a pris et que du coup, ça lui prendrait quelques temps pour s'en remettre. T'as sûrement raison. Et puis, tu sais pas combien il est resté, combien ils sont restés. Alex, tu sais qu'il est resté tout le temps. Mais l'autre, là, Bob, ouais. Bob, tu sais pas combien de temps il est resté. Ça se trouve, il est resté 5-6 jours, tu vois. Si Et au bout d'un Alex, moment, elle les pique au bout de 6 jours, ça se trouve, il est resté encore moins longtemps. Hein. On ne sait pas s'il est resté des années. Personne ne le dit. D'ailleurs, c'est un peu particulier. On sous-entend, non? C'est un peu particulier qu'elle dise. Je ne crois pas dans mes souvenirs. Je sais pas. Je crois pas non plus qu'on sache combien de temps elle a. Parce qu'elle a oublié comment il s'appelait, tu vois, en plus. C'est qu'il parce qu'on connaît peut-être tellement aussi. Ouais, c'est ça. Pas tous. Ouais, mais tu y restes 10 ans, je pense que tu te souviens, quoi. Enfin, je me rends pas compte. Minimum. J'ai pas l'expérience. Hein, mais Ah bon. mais il y a un truc particulier aussi, c'est qu'elle le fout dans son trou. Et elle lui dit que ça va sûrement durer genre 24 heures. Et direct après, elle va piquer la gamine, quoi. Alors, je sais pas si. À nouveau, j'ai pas l'expérience. Je sais pas si ça prend du temps après. Peut-être qu'elle doit faire le labyrinthe sous un laps de temps précis, et puis que s'il n'a pas réussi, bah, elle se fait piquer. On n'en sait rien. Elle pique pas la gamine parce que le flic arrive. Ouais, parce qu'il fait quand même pas mal de bruit, le mec, en arrivant. Hein. Comme il ne sait pas qu'il va chez le méchant. Le flic, elle a quand même son flingue sur elle. Peut-être que c'est vite, je la bute avant, parce qu'elle a l'air tellement psycho, la meuf, qu'elle veut vite réussir, même si de toute façon, elle se fait choper, quoi. Ouais, non, c'est. Et d'ailleurs, elle dit au moment de se faire tuer qu'elle veut être cramée parce qu'elle veut pas être enfermée dans une boîte. Ouais, et puis qu'elle veut toujours faire le pire face à Dieu, tu vois. C'est vraiment son obsession. Oui, ça, c'est. Attends, il doit rester quelques images, si on va parler de quelques trucs visuels. Il y a aussi le moment qui était perturbant avec Paul Dano, quand il prend le chien et puis il prend le plaisir à le soulever pour l'étrangler. Il est quand même aussi pas très frais, ce mec. Hein. Non, c'est sûr, et c'est pas pour rien qu'il le suspecte, hein, le père. Mais... Ouais, c'est ça. À la place du père, franchement, je me serais dit, vas-y, c'est une affaire qui roule. Hein. Ouais, mais au bout d'un moment, une fois que tu l'as torturé et que tu vois bien qu'il répond pas, après, le problème, c'est que tu vois, t'as plus de marche arrière. C'est aussi ça. Il répond pas, mais en même temps, il le savait. Donc, le père, il avait raison. C'est quand même un complice, ce débile. Mais il avait pas raison que le taper et le torturer, ça l'amène à quelque chose. Alors non, la méthode n'est pas la bonne. Mais son instinct de fond était quand même le bon. Ouais, surtout avec un personnage comme ça. Je pense que si tu voulais en tirer quelque chose, et d'ailleurs, on le voit bien, les quelques fois où il lui donne des informations, c'est quand justement le père il commence un peu à prier, ce genre de choses. Donc c'est loin de la violence qui lui donne des informations. C'est pas vrai. Quand t'as Keller qui lui saute dessus et puis qui explose au sol, c'est là qu'il donne l'information cruciale. Donc non, ça marche plutôt bien. La première information, mais après par la suite, c'est. Ce qui est labyrinthe, c'est quand il prie Keller. Oui, quand Dano est dans la salle de bain, enfin dans la douche, là, et puis. Tu vois, vu qu'il réagit comme un enfant de 10 ans, je pense que tu vois, il y a une manière plus psychologique de. Quand tu as ta fille qui est enfermée et puis que tu as que 2-3 jours devant toi, c'est vrai que faire une psychanalyse, c'est peut-être pas le meilleur. Voilà. Après, je ne suis pas un expert en torture, du coup. Non, mais ouais, voilà, il y a quand même un côté. La torture n'est pas nécessairement efficace, ça lui donne des infos, mais à nouveau, l'info clé, c'est. Il allait voir. Ah oui, ouais. Bah, si, il allait voir déjà la tante parce qu'il suspectait. Alex, c'est pour ça qu'il allait voir la tante. C'est pour ça que la gamine, elle a entendu qu'il était là. D'ailleurs, au niveau timing, c'est un peu bizarre tout ça. Mais quand il le crame avec la douche, il dit à un moment un truc. Qu'est-ce que c'est? C'est un moment où il chuchote quelque chose dans la serrure. Je ne vais pas trop bien entendu. Il dit que c'est pas lui, Alex. Je ne suis pas Alex. Je ne suis pas Alex Jones, c'est pas moi, Alex Jones. Et je l'ai attendu, mais il n'est pas venu, un truc comme ça. C'est de la merde. Mais c'est que c'est pas lui, Alex Jones. Non, il dit que c'est pas lui, Alex. Il s'appelle Barry. Son nom, c'est Billy, je sais pas quoi. Barry, non? Ouais, Barry, quelque chose. Mais c'est à nouveau, ça parle en énigme parce qu'on est dans ce genre de film, quoi. Le gars, il vient de se faire tabasser pendant 6 jours de suite, donc c'est normal que ça soit aussi pas très cohérent, quoi. Ah, mais il l'est pas de base, quoi. Déjà, mais t'as vu sa gueule, le gars, quoi. Non, c'est clair. Il a pris cher, hein. Mais il a reçu un permis de conduire de l'État de Pennsylvanie. Ça, c'est les non-sens du système américain. Je sais pas s'il a le permis. Hein.
Il conduit. Et je pense qu'il peut porter un gun aussi. Si, il dit clairement, un permis lui a été délivré de la part de l'État de Pennsylvanie. Ah, ok, j'avais pas entendu ça. Et je pense qu'il peut avoir des armes aussi au States, même s'il a un retard mental d'un âge de 10 ans. Tu peux les acheter chez Walmart, alors oui, évidemment. Non, mais je crois qu'il y a quand même normalement, ils checkent quand même ton histoire. Ça dépend des États. Mais ça dépend en fait dans les foires. Dans les foires, t'as pas besoin d'avoir. Ils font pas de background check, mais ça coûte genre 3 fois plus cher. Et je pense pas qu'ils avaient beaucoup de moyens. Non, mais je dis ça comme ça. Mais oui, c'est juste un petit clin d'œil. Petit American bashing gratuit. C'est ça. Et par ça, quand il commence justement à boire et à péter les plombs, c'est justement l'image là qu'on a là, mais il commence aussi à embrouiller son fils, dont on n'a pas vraiment parlé du fils, mais qui est assez raisonnable, mine de rien, par rapport aux autres gens autour de lui. Quoi. Il essaie c'est clair. De s'occuper de sa mère qui pète les plombs. Je l'ai vue, elle est rentrée, j'en suis convaincu. C'est flippant aussi. Qui est à fond sous médoc, le père qui est énervé et qui a bu, quoi. Et qui boit comme un trou, ouais. Mais par contre, je trouve très fort visuellement, tu vois, ce rose de la chambre. Qui contraste, ouais. Ouais, qui contraste vraiment avec tout le film et qui apaise énormément. Tu vois, c'est pas non plus un rose flashy. Et ils ont réussi à faire ça de manière. Enfin, il y a une uniformité dans la couleur de cette pièce. Et quand les personnages y sont, c'est vraiment bien fait. En plus, ça contraste avec la violence des deux, quoi. Ouais, puis même, ça représente l'innocence, tu vois, de qu'est-ce que c'était quand il y avait encore la gamine, tu vois. Qui est balayé par le pied du père, le jouet balayé par le pied du père quand il part à la fin de cette scène, d'ailleurs. Exact. Il n'y a plus le temps. On a Weirdo là, qui fait ça, qui après fait son suicide. Bien fait la scène où il prend le flingue dans la. Ouais. Du coup, moi, je l'ai vu 2 fois pour le truc. Et, très mauvais flic. Moi, je lui aurais mis une balle dans la jambe pour pas qu'il se la foute dans la tête. Ouais, mais en vrai, t'es entraîné à tirer dans la tête parce que t'as pas envie de prendre le risque. Quoi. Une fois que t'as tiré dans la jambe, que le mec il a tiré dans la tête de ton pote. Il se tire dans la tête tout seul. Là. C'est pas eux qui tirent dans la tête. Non, bien sûr. Mais simplement, est-ce que tu as le droit de tirer quand il menace pas? Je suis pas sûr. Il se menace. Il est plus à ça après. Hein. Il a une arme, mais il menace pas les flics. Il pourrait tirer en cas de défense légitime. De défense excusable. Aux États-Unis, je pense qu'un mec armé qui a l'arme quasi pointée vers toi. Les États-Unis font pas les choses. Il a volé l'arme du flic déjà, donc. Ouais, je suis d'accord. C'est intéressant. Non, ils protègent d'abord leur vie, quoi. Et ça se comprend dans un sens. Hein. Encore une fois, je suis pas flic. Ouais, voilà. Un truc qui se remarque avec Gyllenhaal, c'est justement sa coiffure qui devient un peu. Elle est géniale, sa coiffure. Elle est pas mal. Qui à la base est très slick vers l'arrière, tu vois, très rangée. Et au fur et à mesure qu'il devient un peu fou, elle devient. Il a toujours des pulls noirs ou des débardeurs blancs dans tous ses films, t'as l'impression. Genre, il ne doit pas coûter trop cher en costume. Carhartt, ce qui plus est, petit placement de produit. Trop chaud. Non, c'est le moment où elle le regarde justement et qu'elle bade, quoi. Ah, t'as pleuré dans ce film ou pas, Thomas? Non, mais j'étais ému quand même quand Viola Davis elle essayait de le convaincre de dire des infos sur sa fille sans être violente avec lui. Je pensais bien que ça n'allait pas marcher non plus. Mais... Non, ouais, c'est pour ça que tu vois qu'ils ont tout essayé avec l'autre pour lui faire dire les choses. Ben ouais, mais bon. Il y a le truc du sifflet rouge dont on n'a pas parlé. Le truc du sifflet, quoi. Qui pour moi. Ça, j'étais sûr, ça, par contre, qu'on allait le retrouver à la fin. C'est ça, de début à la fin, c'est un peu le fil rouge. Et pour moi, ça symbolise peut-être ces sifflets anti-viol qui ont existé à une époque. Je sais pas, ça se fait toujours, tu vois, mais le côté. Je pense que au niveau sifflet anti-kidnapping aussi, tu vois. Mais c'est un sifflet d'urgence, c'est ce qu'ils disent. C'est pour ça que c'est le mec surveillé, c'est le mec qui est trop paranoïaque, qui a trop peur pour tout ce qui peut arriver à ses enfants, pour tout ce qui peut arriver à sa famille. Ouais, et puis là, en 5 minutes, il se fait kidnapper ses filles. C'est ce qui est justement très paradoxal et intéressant. C'est la seconde d'inattention. Mais ouais, du coup. Ouais, je sais plus ce que je veux dire. Mais ouais, bah du coup, j'étais pas sûr de ça. Mais ça, on a parlé du coup de la fameuse. Ça, je me demande. Il se casse la gueule en sortant sur le verglas, en sortant de la bagnole après la scène d'action. Vous pensez que c'était prévu dans le script ou c'est juste un accident? Peut-être qu'ils l'ont gardé. Hein. Ils l'ont gardé. Parce que si c'est scripté, c'est vachement bien fait. C'est pas forcément scripté, mais tu sais, les acteurs ont toujours une place pour leur interprétation, enfin leur mouvement, tout ça, c'est pas
C'est vrai. C'est pas toujours. Peut-être qu'il s'est vraiment chié en sortant de la caisse et puis ils l'ont gardé au montage. Ouais, ça pourrait, quoi. Peut-être en tout cas, c'était vachement bien fait, mais tu vois, je pense aussi que le mec, il a conduit en urgence jusque-là, il a du sang plein la gueule, plein l'œil. Il sort le plus vite de la voiture pour essayer de choper la gamine. Il y a du verglas sur le sol. C'est vrai que c'est pas forcément. Enfin, dans le jeu d'acteur, en tout cas, moi, je trouve ça. Je vais pas dire. C'est montré. J'aurais fait pareil. Voilà, c'est montré qu'il passe vraiment au second plan et puis que sa seule priorité, c'est elle, et puis voilà, qu'il pourrait tomber, il pourrait lui arriver quoi que ce soit, il veut sauver cette gamine. Mais justement, c'est là que c'est très fort aussi, justement, parce que on te dit, c'est le père qui dit ça au père de l'autre gamine que si tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui se soucie autant de ton enfant, il y a que toi qui va vouloir la retrouver à ce point-là. Et parce que tu es très individualiste, dans toute la séquence, et dans toute la séquence avec la voiture, et là, au moment où il descend, tu te rends compte que vraiment, lui, c'est sa priorité et que au final, c'était tout aussi important pour lui de sauver ses gamines que pour leurs parents. Non, il voulait sa promotion. Mais en tout cas, si c'est un choix conscient, que ce soit de l'acteur, si c'est joué, c'est impressionnant. Sinon, il s'est bien vautré. Et puis, ouais, voilà, ce moment très héroïque, assez classique quand même, du coup. Mais que toi, justement, Gab, tu trouves ça trop over the top qu'il y a ce moment-là héroïque, quoi. Ouais, un peu quand même. La poursuite, le fait qu'il comprenne la voiture, là, les zigzags dans la circulation, tout ça, je trouve ça un peu trop. Dans votre logique qui respecte les stops? Ouais, qui la priorité de droite, tout ça, quoi. Non, mais peut-être, je sais pas si avec l'ambulance, si elle arrive, ce serait peut-être pas plus logique d'attendre l'ambulance. Dans ce trou, une ambulance, c'est une demi-heure. Hein. Je sais pas. Je connais pas la géographie. Moi, ce que j'ai trouvé très scandaleux, c'est qu'il n'y a aucune voiture qui s'écarte quand une voiture avec les gyrophares passe. Alors oui, mais moi, ce que je me disais, c'est que les voitures en gyrophare interne comme ça, quand il pleut neige, ça se voit vachement bien que les gyrophares sous le toit, quand même. Et surtout, je crois que la voiture, elle n'avait pas d'alarme, elle n'avait pas de son, elle n'avait pas de la lumière. C'est ça. C'est vrai. C'est ça qui est bizarre, j'ai pas compris. Mais l'alarme, mec, pour que les gens peut-être. Oui, mais c'est le code de la route. Tu veux une voiture qui clignote bleu et rouge. Non, mais ils sont teubés, les ricains. Il faut mettre l'alarme plus la lumière qui clignote. Non, mais j'avoue que c'est vrai qu'en conduisant, ça aide de les entendre de loin, quoi. Mais ouais. Mais du coup, je me disais aussi, c'est pas souvent que tu vois des films, des poursuites, entre guillemets, parce que là, il n'y a pas de poursuite, ils poursuivent juste la montre, hein, où c'est filmé dans la neige, comme ça, sous la neige. Et je trouvais ça assez cool, parce que c'est dur à faire, je pense. C'est chaud, moi, j'aurais peur. Ouais, puis là, ouais, on arrive vers la fin du film, avec justement ce moment où il entend le sifflet. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Moi, j'ai fait le tour de mes notes. Tiens, même le curé lui-même a été transformé en monstre par ces gens, puisque lui aussi a dû tuer et est aussi devenu alcoolique. Il était déjà quand même sur la liste des agresseurs sexuels. Il était quand même pas super frais, le mec. C'est ce qu'il dit à son boss. Il dit, je vais voir tous les agresseurs sexuels. Ok, j'ai raté ce truc-là, tu vois. Et donc, il voit, et puis il dit, vieux pervers, puis tu vois, le mec est ivre cac, etc. Mais donc, non, il est déjà pas au top. Hein. Ok. Autant pour moi. Du coup, ça l'arrange pas qu'on trouve un cadavre chez lui. Enfant ou pas enfant. Ouais, c'est ça. Mais au final, c'est un héros. Pour un pédophile, pour un abuseur d'enfants, ouais. Je ne vais pas jusqu'à dire que c'est relatif. Un héros, mais... Non, mais il a tué le super méchant. Mais ouais, mais tu vois, c'est comme... ça existe, ça aussi, dans les thrillers. Tu peux tuer le méchant, mais justement, il se reproduit par le trauma, quoi. Tu vois. Exact. Ou par l'habitude créée pour ce qui est de la femme. Ouais, en effet. Mais c'est vrai que chaque personnage est lié à Dieu d'une quelconque manière. Tu as le rédempteur à travers le policier, tu as la femme, la vieille folle qui est celle justement qui est devenue l'antéchrist.
le père qui est un petit peu genre Job, celui qui doit prouver à Dieu son existence. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement biblique dans ce film. C'est mon interprétation après, mais... Non, mais je pense qu'il y en a plus que ce qu'on voit en surface. Certainement, c'est que moi, mes connaissances en Bible sont un peu limitées. Hein. Bah, bravo, un Pi. Écoute, quand on a pris les cours d'éducation aux valeurs de la Bible ensemble... On était à l'école, on parlait de tous les jours. Bon, tu n'étais pas à l'internat, mais non, mais quand on a eu des cours ensemble de ça, le prof nous a fait regarder Shrek 2, donc j'y suis pour rien, moi. C'est vrai, c'était bizarre, ces cours. Mais c'était le prof de sport en même temps. C'était le prof de sport qui était en italien, qui parlait comme ça. Si, c'était David Escarabia. Mais non, c'était... comment il s'appelait c'était en arabe, je ne sais plus comment il s'appelait. Ah bah déjà, ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Mais c'est vrai que quand on avait le pasteur... Jacques Payette. C'est plus intéressant. Mais non, mais Payette, il n'est pas arabe. Non, il est réunionnais. Trop. Mais oui, c'est vrai, c'était un converti. Ouais, il s'appelait Khaled ou Ahmed. Ouais, c'est ça, exactement. C'était chelou. Voilà, donc... Mais, c'était Mohamed qui nous apprenait la Bible. C'était marrant. Du coup, j'ai pas appris nécessairement de vous. On a parlé du survivaliste, de Jingle Bells, Batman Smells. Il y a des courses de poursuite à pied. On en a souvent, et ça, c'est des courses de poursuite qu'on a là. Et celle qu'il a avec notamment le deuxième suspect, avec Bob, qui marche assez bien, quoi. À travers les trucs, elle est bien éclairée et tout, je trouve ça rend assez bien au niveau suspense. Et puis j'aime bien quand il se fait sauter dessus par le mec, c'est genre oh what the fuck get off me. Mais t'es flic ou quoi? C'est quoi cette réaction? J'ai trouvé rigolo cette scène, quoi. Et avec Alex aussi dans ce parking glauque encore, parce que tout est glauque. Et puis où tout à coup il accélère avec ce camping-car, il essaye de l'écraser et puis il fonce minablement dans un arbre parce qu'il sait pas faire un virage, ça aboutit. C'est oui, c'est ça, c'est ce camping-car aussi, je pense, va être compliqué, quoi. C'est du camping-car pourri, quoi. Il est bien glauque ce camping-car, mais ouais. On en parlera après des camping-cars. Teasing. Je veux dire un truc que j'ai vu sur Wikipédia, c'est qu'un réalisateur à qui le film était proposé avant, c'était Antoine Fuqua, le mec qui a réalisé Training Day. Et ça m'a amusé parce que c'est vrai que c'est les flics qui ont froid avec des capuches et des bonnets. Et puis un truc très aussi réaliste, tu vois, terre à terre. Donc je pense que ça aurait pu être pas mal aussi. Bon, il est plus gangsta Training Day. Après, ces derniers films spectaculaires, je crois. Les derniers films de Fuqua sont pas top. Ouais. Non, et puis même Training Day, c'est quand même, ça nous faisait plaisir à l'époque, mais c'est pas un grand film. C'est quand même des films un petit peu trop. C'est plus des films grand spectacle où on en fait des tonnes. Je le trouve moins subtil que Villeneuve quand même. Il doit être je sais pas. Mais tu vois, là, le personnage, de ce que je m'en souviens du personnage de Denzel Washington dans Training Day, c'est un peu le même genre de personnage au niveau énergie et colère, etc., que celui de Jackman dans ce film-là. Donc je pense que il y a un côté aussi, la fin justifie les moyens, quoi. Ouais, plus. Ouais, oui, c'est vrai, les deux, en fait. Ouais, vous avez raison. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Non, si, alors on parlera de la presse après avec toi, Fred, mais j'ai quand même vu un truc sur le Wikipédia en anglais d'un mec qui faisait une critique que je trouvais assez drôle, une critique négative que j'ai trouvé drôle. Voilà. Il disait que le film était fatigant après. C'est David Thompson de New Republic qui disait que le film était fatigant après 10 minutes et de plus, il était hideux, cruel, dégradant, déprimant, sans répit. Prolongé, sans humour, claustrophobique et une moquerie de la longue tradition d'essayer de faire du divertissement. Dingue. Mais ça, c'est souvent ce que je regarde en voyant régulièrement les critiques. Quand tu vas sur un ciné et puis que tu regardes les 1 étoile ou 2 étoiles, c'est toujours ça. C'est ennuyant, des trucs comme ça, des phrases, mais aucune explication. Puis ils disent pourri, nul, ennuyeux. Mais non, je m'emmerde depuis le début. Mais là, c'est encore plus violent, quoi. Des mots qui sont des qualités du film, en fait, pour moi. Le côté claustrophobique, le côté déprimant. Déprimant, cruel, c'est très bien. Hideux, c'est pas le bon terme, mais on l'a dit, il est gris. Mais il n'est pas hideux parce que c'est quand même vachement bien construit. Il y a de la bonne composition partout, etc. Mais sans humour, évidemment, quoi. Enfin, je veux dire. C'est vrai. Imagine de l'humour dans ce film, ça aurait fait très bizarre, quoi. Imagine, ça aurait pu venir du chef de police à la rigueur, parce que c'est ce genre de personnage, justement, qui est complètement à côté de l'histoire, quoi, tu vois. Mais... Là, quand il arrive pour sauver la gamine dans la chambre, ils lui font « Mais félicitations, il y avait une caméra ici. Ashton Kutcher qui débarque. Ah, tu t'es fait punk.
Mais voilà, du coup, moi, j'ai fait un peu le tour de mes notes. Je sais pas si vous avez d'autres aspects que vous vouliez évoquer, Gab ou Max. Bon, j'ai trouvé que le film était ennuyeux, claustrophobique. C'est vrai, quelle critique idiote. Justement, pour un film de 2h30 assez long, je dirais pas qu'il n'est pas divertissant. Tu vois, j'avais même pas capté qu'il faisait 2h30. Ouais, moi, je l'ai pas senti, les 2h30. Je l'ai vraiment... C'est vrai que j'ai pas regardé son timecode et j'ai pas du tout tilté qu'il faisait 2h30. Par exemple, Man of Earth, je sais pas combien de temps il dure. Ta gueule, durer beaucoup plus longtemps. Et j'étais vraiment... Enfin non, moi, ça m'a vraiment pris pendant tout le film. Tu vois, même le moment où le mec, le deuxième suspect, il se fout une balle dans la tête, je me suis relevé, j'étais là, mais non non, maintenant, on va pas les retrouver, les gamins de merde. Mais c'est vrai, tu es vraiment avec eux, tu as vraiment envie que ça se passe bien. Parfois, là, tu es vraiment attaché à ce que tu veux qu'ils trouvent la solution, quoi. C'est ça. Et puis, tu sais, genre, le temps nous est compté. Et puis, comme je te dis, non, pour moi, c'est un bon thriller bien monté. Tu es là, tu essayes de savoir qui c'est. Tu veux absolument qu'on les retrouve. Tu sais qu'il n'y a pas non plus beaucoup de temps. Tu as un peu d'empathie pour des personnages et en même temps, tu vas les détester. Et puis, tu te dis, mais pauvre victime qui se fait sûrement torturer alors que... Mais en fait, c'est peut-être lui quand même le coupable. Mais quand même, pauvre victime, t'as vu sa gueule. C'est pour ça que moi, je disais le terme thriller classique, c'était pas pour être dénigrant du tout, c'était vraiment le côté où ça appuie sur les bons boutons, comme fait un bon thriller. Au bon moment. Et après, ouais, il y a ce côté qui est un peu plus derrière, qui est ce thème de la chrétienté, ce thème de l'exploration un peu des personnages, d'indépendance ou d'illusion de l'indépendance, etc. Donc le voisinage aux États-Unis, dans les quartiers résidentiels, ça craint un peu quand même. Et tu vois, ces maisons ont l'air vides. Ces maisons ont l'air vides à un moment donné quand il essaie de frapper à la porte pour trouver pour savoir au tout début, pour savoir s'ils ont vu le camping-car, tu vois, t'as personne, tu vois le petit panneau maison à vendre, t'as vraiment l'impression de ces quartiers abandonnés un peu où il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de vie, il n'y a plus... Où il y avait une industrie avant, mais maintenant plus, quoi. C'est un peu ça, je pensais, comment il s'appelait le gros qui faisait des films là sur... des films polémiques. Michael Moore, tu penses à comment ça fait penser un peu à Michael Moore, le film le bled à côté de Détroit, là. Et en plus, c'est 2013. Flint. Flint, Michigan. Voilà, Flint, exactement. Excusez Max, excuse. C'est après 2007, après le crash boursier. Non, mais là, c'est déjà des zones sinistrées depuis... C'est des zones sinistrées depuis toujours, enfin depuis la fin de la révolution industrielle. C'est des trous, quoi. Mais... il y a un aspect... excuse-moi, vraiment, enfin, moi, tu vois, ce que j'ai trouvé vraiment bien et surtout qui diffère des autres films du genre, c'est que, alors oui, on a un méchant, mais on n'a pas de vrai héros et c'est ça qui est vraiment bien fait. Ça se discute. Pour moi, quand même, Gyllenhaal, il a quand même son moment. Justement, un peu héros. Mais il y a un truc, c'est que pour moi, il participe un peu à... Ce genre de film participe un peu à un fantasme, entre guillemets. C'est peut-être pas le bon terme, mais une idée que les Américains se font du danger dans lequel sont leurs enfants, justement. Ils parlent un peu de ce personnage qui est Keller, quoi. Parce que les Américains, ils ont plein d'émissions qui essaient de leur faire flipper de leur vie quotidienne. Et je trouve que ça m'a fait penser à ça aussi, tu sais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de To Catch a Predator avec Chris Hansen. Vous avez peut-être déjà vu même des mèmes. Oui. Voilà. Des extraits, ouais. Et ce genre de trucs qui sont... Il y a eu un énorme flip par rapport aux enlèvements et aux pédophiles dans les années 90 et après. Et c'est devenu une industrie, quoi. Notamment la chaîne Dateline, justement, qui fait non seulement ça, mais ça se voit qu'elle avait fait un épisode là-dessus sur le investigative murder porn, tu vois, où les gens aiment regarder des enquêtes sur des meurtres non résolus où un mec s'est introduit chez eux, etc. Maintenant, ici, c'est pareil, quoi. Ici, tu vois, en France, en tout cas, il n'y a pas d'émissions comme Fait entrer accusé, trucs comme ça, qui remettent en avant des faits divers, et puis plein de gens sont fans de ça. C'est vrai, mais la pédophilie est un petit peu passée de mode, mais c'est vrai que comme c'était le crime... Je sais pas, en Belgique, il y a quelques affaires ces derniers temps, ou dans le nord de la France, où c'était pas mal au niveau pédophilie. Hein. C'est une tradition en même temps, quoi. Souvent en famille ouest, c'est vrai que ça se fait. Mais non, c'est vrai qu'il y avait quand même un moment où il y avait parce que c'est quand même le crime qu'on imagine le plus abominable, c'est ce qui va choquer le plus dans les ménages, etc. Et c'est vrai que moi, je me souviens quand même,
il y a quelques temps, dans les années 2000, ou même avant, tu avais vraiment une période où il y avait une paranoïa absolue. Même un homme allait s'asseoir dans un parc à enfants, il n'osait plus regarder les enfants parce qu'il avait peur de passer pour un pédophile. On avait quand même un petit moment où la pédophilie était vraiment extrêmement médiatisée et puis surtout, on la voyait partout. Non, mais c'est pas qu'un phénomène américain, quoi. Non, bien sûr. Mais ce qu'on a appris, c'est mondial. absolument. Et surtout, tu vois, en France, justement, avec des trucs comme le procès d'Outreau ou ce genre de choses. Mais justement, on en vient au fait que dans la réalité, ces histoires d'enlèvement et de pédophilie, alors en l'occurrence, c'est pas une histoire de pédophilie, il n'y a pas d'histoire de sexe dans ce film. En tout cas, pas qu'on en sache, quoi. Mais ces histoires-là, normalement, c'est plus des trucs, c'est plus souvent des gens que tu connais, que le Stranger Danger, tu vois. C'est ça, c'est la famille. Qui était dans les trucs que même Sonic disait à la fin du dessin animé Sonic quand t'étais gamin, va pas parler aux gens que tu connais pas dans la rue. Exactement. Et puis on te disait, si quelqu'un te propose des bonbons, il faut refuser. Alors que maintenant, tu vois quand même dans la rue, tu vois des enfants qui se baladent tout seuls. Et ils prennent les bonbons. À l'époque, c'était impensable de laisser des enfants se balader tout seuls parce qu'il y avait tout de suite cette crainte qu'un pédophile allait pouvoir les manger. Alors que c'était quand même par rapport à la population, par rapport au monde, c'est quand même des affaires plutôt anecdotiques. C'est très rare. Il a beaucoup plus de chances d'avoir bien plus d'accidents que de croiser un pédophile qui le kidnappe. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui regardent ce genre de film et il y a un petit peu il y a un thrill un peu différent, tu vois, pour eux. Et je pense que le personnage de Keller est un peu une analyse de ces gens-là, tu vois, qui aiment bien se faire peur et du coup, ils aiment bien se préparer pour avoir l'impression d'être des bons parents. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là, mais qui est un peu flippant et que je trouve intéressant parce que tu maîtrises jamais complètement les choses, mais c'est tout à fait légitime en même temps de vouloir maîtriser. Je veux dire, c'est les attentes qu'on a de parents, quoi, bien sûr, de protéger leurs enfants. Donc ouais, après, c'est aussi une caricature du survivaliste américain qui est aussi. Le trait n'est pas si gros que ça. Hein. Non, mais au-delà que ce soit sur les kidnappings ou les pédophilies ou ce genre de choses, tu vois, t'as quand même ce bon gros cliché du survivaliste américain qui est là, oui, on n'est jamais à l'abri. Et il en parle au tout début, tu vois. On n'est jamais à l'abri, qui est une tempête, qui est un soulèvement, et que du coup, dans les magasins, ça se bat. Et tu vois, et du coup, t'as vraiment le trait du survivaliste américain qui a son bunker, qui a 5 ans de réserve de bouffe, d'eau. La fin du monde est proche, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On peut arriver en même temps, dans un pays où il y a autant d'armes à feu en circulation, tu te dis que c'est très vite possible que tout parte en couille. Mais... C'est ce que disait Thomas aussi, dans un pays où on te fait peur en permanence. C'est-à-dire qu'on est habitué à te faire peur tout le temps, quoi. En plus, c'est ça, alors, il y a les médias qui font peur, et puis ces dernières années, ça a été un peu chaud, les États-Unis. Mais et puis c'est pas nécessairement nouveau, d'ailleurs. Mais... Ce qui avait de chaud, on n'était pas quand même au bord de la guerre mondiale, hein, faut pas exagérer. Quand ils ont envahi le Congrès, quand même. Au niveau civil, c'était un peu chaud, quoi, justement. C'est un peu le Congrès, le Mike Pence, là, il est chez dans son frais, là. Oui, notamment. Ouais, bien sûr. Et, non, puis mais il y a eu quand même une indépendance accordée par rapport à Black Lives Matter, notamment que certains endroits où ça a quand même bien mal tourné. Ils ont l'habitude des émeutes des Noirs. Oui. Hein. C'est ce qu'ils ont. Il y en a à peu près tous les 10 ans. Hein. Ouais, il y a à peu près tous les 10 ans. Ils avaient mis Los Angeles à feu et à sang. C'était les émeutes de Los Angeles. C'est habituel. C'est un pays tellement. Et voilà, c'est un pays qui est né dans le racisme. Donc forcément, les Noirs détestent les Blancs détestent les Noirs. C'est un pays, ils se détestent. Donc évidemment, ça peut être tous les 10 ans. Mais dans ce film, ça ne remet pas en cause. On n'était pas au bord de la guerre civile, il ne faut pas exagérer. Ça, c'est les médias qu'on en fait des tonnes. Tu n'as peut-être pas tort. Mais ouais, mais il y a une polarisation, au niveau des sondages, il y a une polarisation politique. Mais bref, on ne va pas trop s'étaler là-dessus. Mais c'est vrai que dans ce film, bien sûr. Dans ce film, son meilleur ami est enfin, le père de la meilleure amie de sa fille est noir. Et leur famille amie est une famille noire et on n'y fait pas la moindre référence. Heureusement, ça fait chier tout le monde. Non, mais ça peut exister ou ne pas exister, mais on est dans le race blind, tu vois. D'ailleurs, c'est des noirs qui ne font pas les noirs, parce que maintenant, dans tous les films, le noir doit jouer le noir pour montrer qu'il est culturellement noir. Dans certaines expressions qu'il utilise, il a quelques... il joue de la trompette, mec. Non, mais il dit alors Louis Armstrong. Il dit this ain't right à un moment, tu vois.
Ce qui est plus. Il n'est pas en train de jouer de la basse. Hein. Non, j'avoue. Ouais, bien sûr. Non, mais il en fait pas des tonnes. Il est normal. Ouais. C'est agréable. On s'en fout de sa couleur. En fait, c'est un mec de la campagne. Ouais, mais tu vois, c'est un choix particulier. C'est un choix quand même. S'il n'y avait pas eu de noir du tout, ça aurait été un choix aussi. L'absence de choix est un choix. Parce que, comme tu dis, c'est très présent dans la pensée américaine de ça. Donc, c'est un choix que ce soit pas présent là. Et peut-être que c'est parce que ça vient d'un Québécois. Je sais pas aussi. On n'a pas parlé de ça, mais. Moi, je connais pas Villeneuve du tout, en fait. C'est la première fois que je vois un de ses films. Il a fait Dune dernièrement. Il a fait Dune, il a fait le remake de Blade Runner. Voilà, il a fait Ennemi avec encore Jack Gyllenhaal. Il a fait Sicario aussi, qui était pas mal aussi dans le genre. Qui était cool aussi. Il est très bon. Ouais, je crois pas qu'il ait fait beaucoup de films nuls. Enfin, tous ceux que j'ai vus, j'ai trouvé cool. Incendie aussi, c'était fou comme film aussi. Je connais pas. Je crois que c'est le film qui l'a fait connaître après aux States. Ok. Ouais, il a mis le feu, ce film. Allez. En tout cas, moi, j'ai jamais été déçu par Denis Villeneuve, globalement. Je crois pas non. Ah oui, Premier Contact aussi était cool. Premier Contact, il était cool. Ouais. Aussi un sacré twist. Enfin, c'est vrai qu'il aime bien faire des films à twist, en fait. Ok. Donc ouais, non, mais... Puis, ouais, c'est dans tous les différents genres où il s'est attaqué. Moi, tu vois, j'ai bien aimé ce film, mais ça m'a pas vraiment donné envie d'en voir plus de lui. Non, mais c'est pas nécessairement mon genre, quoi. Mais il n'a pas fait que ça, tu vois. Enfin, en tout cas, au niveau... il n'a pas fait que des thrillers. Non, mais comme tu disais, il est souvent dans la sobriété. Ouais. J'aime bien quand c'est pas tout à fait sobre. Enfin, je préfère quand c'est pas tout à fait sobre. Après, quand c'est sobre et bien fait, j'apprécie aussi. Mais... Enfin, bref. Encore d'autres choses à dire ou on passe aux chroniques? Le truc qui m'a fait marrer, c'est le nom du personnage de Jack Gyllenhaal. Lucky, il s'appelle Inspecteur Lucky. Et du coup, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens qui jouaient dans le super-héros dans ce film-là. Donc, voilà. On aime donc Mysterio contre Wolverine. Et puis, on a qui aussi? Il y en a un autre encore. En tout cas. Viola Davis, il joue dans Suicide Squad. C'est juste Viola Davis, ouais. Ah, puis Terrence Howard, il joue dans Iron Man. Exact. Le premier. Jack Gyllenhaal, Mysterio. Paul Dano, il va jouer le Monsieur Mystère dans le prochain Batman. Ah ouais? Okay. Ah bah ça va être bien. Il va encore jouer à Taré, donc... Ouais, justement, c'est pour ça très bon choix. Et puis voilà, ça m'a fait rire en tout cas. Enfin, c'est un petit clin d'œil. C'est un meilleur choix que Jim Carrey, quoi. Oh, ça va, franchement. C'est vraiment pas la pire partie du film, hein, Jim Carrey. Non, plutôt l'autre double face était pire, je trouve. Critique pas Jim Carrey. Mais j'adore Jim Carrey. Enfin, il est dans un de mes films préférés, mais néanmoins, il n'a pas toujours été excellent, quoi. Non, mais c'est vrai que tu peux regarder Ace Ventura aujourd'hui, ça fait quand même un peu mal aux yeux. Menteur, il fait un peu mal aux yeux aussi. Menteur, mais horrible ce film. C'est un des pires films avec un gosse. T'as envie de. J'ai rarement vu un film où j'ai tant envie de tuer le gosse. Excellente transition. On n'a pas vraiment parlé des acteurs gosses qui sont tout à fait. On les voit pas. Hein? Ils se gênent pas, quoi, mais on les voit pas. Ils sont adéquats. Ils sont pas incroyables. Mais après, voilà. Hein. Comme Max disait, ça reflète plus souvent la compétence du réalisateur que. Non, mais je veux dire, soit ils sont shootés, soit ils sont dehors. Donc, on peut pas vraiment dire qu'ils. Il y a le fils, quand même qu'on voit un petit peu plus, quoi. C'est un ado. C'est pas un enfant. C'est pas. Bon, enfin, c'est un enfant, bref. Un presque adulte. Tu veux, enfin, je veux dire, quand tu considères 17 ans, tu considères que c'est un enfant, toi? Il a 17 ans, tu penses? J'en sais rien, c'est à peu près l'âge que je lui ai redonné. En tout cas, il est entre 15 et 18. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais pas à quel âge t'emmènes tuer une biche avec ton fils. C'est ça, ouais. Bon, c'est un lieu particulier. Là-bas, tu es à 8 ans, tu vas direct étriper une biche. Hein. Avec tes dents, mec. Max, t'as une chronique ou bien? Non, pas grand-chose. Je suis juste tombé sur un article ou deux qui parlait de la préparation des acteurs, comme quoi ils avaient bien cherché Jackman, il avait bien cherché, justement, il avait fait des recherches sur les personnes survivalistes et les alcooliques pour bien se mettre dans son personnage, mais au-delà de ça, je n'ai pas trouvé de... Alors, je t'avoue que je n'ai pas cherché des heures non plus, mais je n'ai pas trouvé d'anecdotes particulières. C'est vrai que Hugh Jackman avait besoin de faire des recherches spécifiques sur les alcooliques. Il a quand même déjà un peu un côté alcoolique, je pense. Il est australien, oui, quoi. Je veux dire, il a fait dans ça, il connaît. Et puis, je pense que ça va pas plus loin que de faire de la recherche standard pour développer un personnage. Il a bu des bières, quoi. C'est ça. Et chasser de la biche. Il a bu des bières dans un pub avec des survivalistes. Dans un bunker, plutôt. Voilà. Pas dans un pub, dans un bunker.
Ah, ouais, un bunker transformé en pub, je suis sûr que ça marcherait bien comme thème. Merde, trop stylé. En plus, en Suisse, il y a le choix. Hein. Ouais, mais par contre, il y aurait des problèmes pour l'évacuation. Il te ferait chier pour ça. Genre, les sorties de secours, gna, gna, gna. Et parfois, il n'y a pas de chiottes aussi dans les bunkers. Si, bah, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont complètement aménagés. Tu as des chiottes, tu as tout. Hein. Ouais, non, mais je faisais ref à un autre endroit. Bref, au bunker que nous, on utilise, qui en est fait. Là. Ah Gab, t'as trouvé quelque chose? Non, j'ai pas trouvé d'angle intéressant. Ok. Surprenant. Fred, comme d'hab. Même pas cet angle-là. Oh, ça fait la deuxième en 10 minutes. C'est fort, ce soir. Du coup, la question à la con, je serais peut-être reparti du coup. Pour ou contre les camping-cars? Parce que c'est difficile de trouver une question à la con sur ce film. Vous avez déjà fait un voyage en camping-car ou pas? Fred, je dirais que non. Bah non. Je les déteste sur la route, ils me font chier. T'imagines un vieux Hollandais qui bouffe du gouda à l'intérieur, qui va rien dépenser dans le pays où il va, qui va parler à personne. On embrasse ces pour Hollandais. s'isoler. Moi, les voyages, ça a toujours été pour me mélanger avec des gens, dans tous les sens du terme. Et surtout dans un seul sens du terme. Pardon, j'ai pas entendu la vanne. Surtout dans un sens du terme. Enfin... Ouais, aussi. Non, mais même communiquer, moi, quand je voyageais à travers l'Asie, etc., tu rencontres des gens, tu t'es forcé, etc. Là, tu arrives avec déjà ta bouffe. La bouffe, c'est quand même la culture, c'est ce que tu dois découvrir. Tu as déjà ta bouffe dans des petits sachets, tu es complètement dans ta petite bulle de merde, et puis tu t'installes sur une place de camping de merde. Ça dépend. C'est franchement, c'est glauquissime. Ça dépend. Après, traverser peut-être la route 66 avec ces gros camping-cars où tu as l'impression d'être dans un appartement, ça peut être un peu fun. Ça, je veux bien le constater. Mais ceux qu'on a en Europe, c'est que du déchet, c'est que des parasites. Méchant. Je m'excuse auprès de mes oncles et de mes cousins qui sont propriétaires de camping-car. Fred ne pense pas mal. Non, vraiment, qui brûlent leur camping-car. En plus, c'est un truc flippant. On le voit, mais il y avait un camping-car garé près de chez moi, qui était un peu en ruine. Le truc était flippant. Tu as peur, comme les gosses en voyant ce truc. C'est un endroit qui fait peur. Non, mais j'étais quand même assez grand. Mais je trouve que c'est un endroit qui est malsain pour des gosses. Ça doit leur faire peur. C'est glauque. Enlever ces trucs, en plus, ça pollue, ça prend trop de place sur la route. C'est de la merde. Si je peux me permettre de faire un contre-argument, c'est que ça ouvre le voyage à différentes personnes et ça permet de se garer ça permet de se garer, c'est con, mais ça permet de pouvoir aller à des endroits où tu pourrais pas nécessairement trouver des logements. Mais après, je suis d'accord avec toi que ça n'empêche pas qu'il faut pas passer ton temps dans ton camping-car etc. Ça n'empêche pas que voyager, c'est pour découvrir des gens et pas seulement des paysages. Ça, je suis d'accord. Ce serait formidable si tu pouvais aller partout avec. Mais comme la loi t'impose d'être dans une place à camping-car, ça détruit toute l'expérience. C'est pour ça que je disais aux États-Unis, je crois que c'est un peu plus libre. Et donc, selon les endroits où tu vas, c'est un peu plus libre parce que là, tu peux te mettre au bord d'une plage et puis c'est magnifique. Et là, c'est un voyage, c'est extraordinaire. Mais après, le problème, tu vois, c'est que après, il faut être responsable sur la manière dont tu le gères, tu vois. Il faut pas vider tes chiottes au bord de la plage non plus. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens dans les camping-cars qui juste pas le droit de te garer au bord de la plage. Tu dois aller dans les places sur un parking de merde. Mais tu sais pourquoi? Parce que les gens traitaient les endroits sauvages comme de la merde. Comme des ports, ouais, c'est possible. Ouais, et c'est vrai qu'il y a aussi ça qu'il faut dire des campeurs. Le camping, c'est très bien. Des campeurs, il y a plein de cons. Ça, il n'y a pas à dire. Mais sur le principe, j'aime bien le côté démocratique et passe-partout. Passe-partout, pas vraiment, parce qu'avec ton vieux truc, tu ne vas pas monter nécessairement toutes les montagnes, mais... L'idée est bonne. Ouais, voilà, et je sais que justement, ça a permis à des gens de ma famille qui n'avaient pas nécessairement les moyens de voyager avant leur retraite. C'est devenu leur loisir de retraite. J'espère pour eux, en effet, qu'ils soutiennent les économies locales. C'est la moindre des choses quand on voyage. Mais ouais, autrement, je sais pas... C'est vrai que sur les autoroutes, c'est chaud. Max, Gab, vous avez des fortes opinions sur les camping-cars? Pas vraiment. C'est sympa. J'ai rien contre, quoi. Je sais pas. C'est un moyen de voyager comme un autre. Après, je pense pas que c'est plus polluant que prendre l'avion, quoi. Je veux dire. Non, non. Il n'y a rien de plus polluant que l'avion. Donc voilà. C'est fun, hein. Ça permet de faire des bons films, les camping-cars. Et puis, j'avoue, des bons films de camping-car, il y en a des bien. Il y a From Dust Till Dawn, là, comment ça s'appelle, le truc avec Clooney et Tarantino, là. Ah oui, Une nuit en enfer. Une nuit en enfer. Non, mais écoute, Salma Hayek, très bien senti. Très, très bien senti, Salma Hayek.
ça peut être chouette. Après, moi, j'ai pas vraiment d'expérience de voyage en camping-car, mais j'ai rien contre, sauf quand ils me font chier sur la route. Mais beaucoup de gens me font chier sur la route. Après, c'est un peu salaud et cliché parce que tout le monde déteste le camping-car comme ça par principe, et puis tout le monde adore le bus BV, alors que dans l'idée, c'est à peu près le même trip. Le quoi? Le bus Volkswagen. Le truc de hippie. Qui est devenu un mode hipster il y a quelques années. J'aime autant les camping-cars que les bus Volkswagen, quoi. Enfin, tu vois, le van, c'est la même chose pour moi, van ou camping-car. Ouais, alors c'est vrai que l'idée, tu vas avec ton véhicule te garer en pleine nature, comme il y a dans, je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est con comme bref, mais Dingo et Max, le film Disney des années 90, où ils partent à la campagne et tu te poses, comme tu fais avec ta tente, quoi, tu te poses n'importe où en camping sauvage, tu traites bien l'endroit quand même, mais il y a ce côté quand même liberté qui marche bien aussi, justement. Comme tu parlais des États-Unis, c'est vrai que ça nous parle plus tout d'un coup, pouvoir aller n'importe où parce que c'est plein de vide, les États-Unis. Donc, c'est ça. Ce qui fait que ce genre de film Into the Wild. Into the Wild, c'est vrai, exactement. Apparemment, le camping-car, là, mais ouais. Si, à la fin, il est dans un bus. Ouais, mais il roule pas trop. Il est aménagé. Ouais, mais il roule plus, pas trop. Ouais. D'ailleurs, vous savez qu'il a été déplacé, ce bus, parce qu'il y avait parce qu'il y a trop de gens qui mouraient pour y aller. Non, il mourrait pas quand même, mais il restait bloqué, il fallait aller chercher, c'était de la merde. Donc ils se sont dit, on enlève ce putain de bus. C'est insupportable. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Non, mais c'est vrai. Bon, lui, il était pas top il y a des anecdotes quoi. comme ça aussi, où les gens allaient visiter. Ils avaient lancé un tour pour aller visiter les quartiers pauvres, tu sais, où ils ont tourné, quoi. Oh, c'est glauque. Pourtant, ils ont tout fait en studio, non, Parasite? Non, apparemment pas, non. Okay. Alors, regardez, là, à votre droite, vous voyez des pauvres. Ouais, c'est ça, exactement. Vous voyez, c'est là où l'eau est cool quand il y a la mousson. Au Brésil, ils faisaient ça aussi pour visiter les favelas, tu vois, et puis regardez comme ils sont pauvres. Ouais, c'est chaud. Le tourisme. Mangeons un peu plus de notre caviar. Mais du coup, question à la con bonus, puisque on y a pensé, vous y avez pensé tout à l'heure avec l'abri anti-atomique transformé en bar. Qu'est-ce que vous transformeriez en bar ou en resto, à part un camping-car? Un abri anti-atomique. Ouais, non, mais à part ces deux-là, est-ce que vous avez une idée qui vous vient? Qu'est-ce que je ferais dans un abri anti-atomique? Non, qu'est-ce que tu changerais en bar? Qu'est-ce que je changerais en bar? Je sais pas, n'importe quel moyen de transport. Par exemple, une péniche, c'est très bien en bar. J'avoue. Péniche, c'est stylé. C'est magique. C'est magique. Allez. Après, il faudra un fucking canal, quoi. Ouais. Faut louer ta place, quoi. Mais ça doit être interdit au bord du lac. Autrement, on en aurait déjà. Il y a des bateaux-restaurants. C'est ça. Il y a des bateaux qui font resto quand même au bord du lac, mais c'est vrai que c'est très. Pour rebondir un peu sur le car, sur le camping-car, avec un festival, nous, une fois, on avait un bus transformé en bar et DJ. C'est stylé. Mais ça fait plus le bus, ça fait plus rockstar. Tu sais, t'imagines les rockstars dans leur bus. Ouais, mais tu vois, là, justement, tu avais tout un espace, genre, tu avais une table, tu avais un DJ qui mixait, tu avais un espace avec un bar pour commander, et genre, le bus, il tournait entre les différentes boîtes de nuit, et franchement, c'est cool. Pas mal, ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai une réponse qui m'est venue à ma proposition, mais je me dis, gros budget, du coup, tant qu'à faire, si tu es libre, tu transformes un théâtre quoi, en bar. Il y a déjà des bars. Il y a un cinéma qui est transformé en boîte de nuit. La Lombard. Bon, voilà. Non, voilà. J'ai pas de bonne réponse non plus. Est-ce qu'il y a une bonne réponse? C'était le Plaza qui avait été transformé en boîte de nuit. Ouais, c'est juste. Non, mais c'est vrai que c'est souvent ce qui se passe, malheureusement, puisque les théâtres et les cinémas ferment. Donc. Et que les gens continuent à boire. Après, voilà, l'alcool, on n'abandonnera jamais. La bière, c'est la fondation de la société. Hein. C'est vrai. La clé de voûte. Il y a quoi comme endroit qui n'a pas été utilisé encore? Le bateau, c'était bien, hein, c'est une bonne idée. Mais... Non, j'avoue, c'est vrai que les trucs de moyens de transport, les endroits isolés, tout est fait, quoi. Tout a été fait, ouais, tout a été fait. plus encore pour les bars que pour les films. Du coup, on va passer aux notes. il fallait que je fasse la rubrique. La presse, ouais, bon.
Bon, bah, sans que ça étonne personne, hein, c'était plutôt dithyrambique. Même dans la presse, tout le monde dit que c'est bien. Attends, je ne me suis pas du tout préparé. Bravo. Hop. Ouais, non, mais j'avais préparé, mais disons que je ne les ai pas sortis pile à temps. Donc, toutes les critiques sont bonnes de tous les journaux, sauf une critique, celle du Monde. Donc, je pense que c'est parce qu'autrement, ils disent toujours suspense implacable, excellente étude de caractère, blablabla. Tout le monde dit à peu près la même chose, mais Le Monde a voulu faire dans la différence. Donc, ils disent Villeneuve accumule les niveaux de récit comme un mauvais pâtissier qui ajouterait ad nauseam des ingrédients à son gâteau en espérant faire oublier son absence de talent. Donc, je ne sais pas s'il a baisé cette journaliste et puis qu'il ne l'a jamais rappelé, mais on est complètement à côté, quoi. Mais voilà, il y avait quand même aussi une critique moyenne des fiches de cinéma, bien réalisée avec classe et une certaine efficacité, comme gentil. Prisoner laisse vite apparaître son vrai visage. Un thriller balourd traînant sur 2h30 ses ambitions très au-dessus de ses moyens. Et puis, je pense que je veux lutter à ça parce que c'est à peu près la même chose qui est dite par les spectateurs, même si la note est encore meilleure parce qu'on est à 3,8 pour la presse. Et puis, pour les spectateurs, on est à 4,3. Donc, c'est aussi totalement dithyrambique. Il y a plus de 1000 critiques à plus de 4 étoiles. Il doit y en avoir que 17 pour 1 et 0. Donc, il n'y a même pas besoin d'expliquer plus. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, t'as pas trouvé des gens qui avaient des choses intéressantes à dire en étant positif. Si, positif, bah, je vous ai dit, mais c'est toujours à peu près la même chose. Ça veut dire que ça reste depuis Zodiac de David Fincher et Mystic River de Clint Eastwood, nous avons plus ressenti ce trouble au cinéma, ce moment où le ventre se noue et où la gorge s'achèche, quand notre morale se confond avec le combat de personnes enragées contre le destin et le mal absolu. On se dirait que c'est hyper intello, non, c'est Paris Match. Mais donc voilà, c'est plutôt ça, je vous dis, c'est des choses très positives. Ils ont bien fait préciser avec de David Fincher parce que les gens auraient pensé qu'il parlait de la série télé TF1 sinon, donc c'est pour ça, c'est Paris Match. C'est pas faux. Mais non, la plupart du temps, ils citent les anciens films qui ont eu Le Silence des agneaux, Mystic River et Blood Auto pour dire que c'est dans la même veine, parce qu'en gros, il y a comme une sorte de renouveau de ces films des années 90. Ouais, mais c'est là où j'étais justement dans le terme classique, quoi. On est un thriller classique. Voilà, c'est ça. On est tout à fait d'accord. Sinon, il y a l'Express qui a une très bonne critique, voir le site de l'Express, ce que je n'ai pas fait. C'est la bonne pub, ça. Je sais pas, tu veux enchaîner sur ta note à toi, Fred, ou Max, tu veux commencer ou... Alternons, Max. Je mettrais un 8. C'était au moins il y a un gros développement. Non, mais sans justification. Non, mais je mettrais un 8 parce que c'est toujours à peu près mes notes quand je trouve que c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais ça reste du très bon cinéma, une très belle œuvre. Et puis ouais, moi ça m'a pris, j'étais à fond dedans. J'ai autant aimé le scénario que le jeu d'acteur. Et puis ouais, intriguant, plein de suspense, de rebondissements. Donc chouette twist. Du coup, ouais, non, je mettrais un 8. Ça marche. Je vais dessus parce que je suis pas un peu sur la même longueur d'onde que toi. À part que moi, dans l'idée, les thrillers et les trucs qui prennent un peu leur temps, justement, ça peut vite me saouler. Et là, ça a quand même bien marché. Donc, je lui donne des points de plus parce qu'il fait un truc bien que normalement, j'aime pas trop. Mais en même temps, je lui donne pas une note de malade parce que c'est pas un truc que j'aime trop quand même. Donc je suis aussi sur un 8. Je sais pas si c'était compréhensible comme truc à la con. À peu près. Merci. Mais donc, je suis aussi sur un 8. Ouais, voilà. Comme tu disais, l'intrigue qui marche vachement bien, où tu es vraiment à suivre tout le temps ce qui va se passer, comme tu le disais plutôt, à chercher qui a fait quoi, vraiment tout le long du film. Ouais, la performance de Hugh Jackman m'a vachement aidé, personnellement. Généralement, le cast est bon, mais Hugh Jackman surtout. Et puis ouais, malgré qu'il ne soit pas fantaisiste comme réalisateur. On ne dit pas malgré que. On dit malgré le fait que. Malgré. Ah ouais, ok. Malgré le fait que. C'est con qu'il s'appelle Pierre, le personnage d'autre film, parce que si je fais encore référence. Bon, ouais. Malgré le fait que
que Villeneuve soit pas fantaisiste. Il est clairement compétent. Il a quand même une manière de présenter ces choses qui fait que c'est beau relativement, et puis c'est beau même dans sa mocheté, parce que c'est pas censé être que beau dans ce film. Donc, et puis tu t'emmerdes pas. Et du coup, j'apprécie ça. Du coup, ouais, voilà, j'étais sur un 8. Malgré justement que, à nouveau, j'ai pas envie de regarder plus de Villeneuve et j'ai pas envie de regarder plus de thriller, quoi. C'est bien, la leçon a été apprise rapidement pour le Malgré que. J'ai pas appris, putain. Va te faire enculer. Non, mais tu viens de le refaire. Ouais, non, mais alors, malgré que tu m'as expliqué. Non, maintenant c'est trop tard, je suis un vieux singe. Vas-y, Fred. Moi, j'ai trouvé justement, je te rejoins là-dessus, j'ai trouvé le décor sublime, je trouve qu'il colle parfaitement à l'intrigue, j'ai trouvé la réalisation au top, et chaque élément du puzzle trouve une réponse sur la fin, sans qu'on ait utilisé des petites techniques pour garder un suspense. Tout est bien fait, tout est fait avec finesse, élégance, classe. Donc j'ai eu énormément de plaisir, j'ai pas vu le temps passer. C'était un bon thriller qui m'a rappelé justement une époque que je crois révolue, parce que j'ai pas eu de il y avait pour moi une certaine nostalgie de ces films-là, donc ça m'a beaucoup plu. En plus, sur Situation critique, c'est un ovni, puisqu'on n'en a pas vraiment eu jusqu'à présent. Donc, comme je l'ai dit, le seul bémol que je peux mettre, c'est l'interprétation du chef flic, que j'ai trouvé médiocre. Donc, ça sera un 9. Oui, je sais, oui, ça aurait été un 9,5, mais bon, on arrondit, donc 9. Vraiment, on arrondit au-dessus chez nous. Mais... Oui, moi, j'arrondis en dessous. Malgré que, je suis d'accord. Non, c'est bon, hein, c'est devenu notre vernaculaire à nous. C'est marrant. Vas-y, Gab, excuse-moi. Ouais, donc on peut répéter ce que j'ai dit au début. Donc j'aime beaucoup Denis Villeneuve. Donc rien que pour ça, je mettrais une bonne note. Après, ouais, comme vous l'avez tous dit, très divertissant, visuellement parfait. Les acteurs étaient très bons. Donc, ouais, excellent choix d'acteur. C'est ça. J'ai oublié de le dire que je rejoindrai un peu, enfin que j'ajouterai un peu, c'est que pour moi, justement, ce thriller dénote des autres que j'ai pu voir par rapport justement à la construction et par rapport à la résolution de l'enquête, tout ça. Donc je pense que je trouve ça un peu, c'est différent en fait. Je trouve ça un peu différent. Ça marche pareil au niveau sentiment, mais sur le scénario, t'as pas la même résolution finalement et c'est pas gênant. Non. Il pourrait avoir le même problème que Caché d'un côté, mais il l'a pas, quoi. Non, parce qu'il est quand même moins subtil que Caché, on va dire. Puis il donne la réponse. Mais... C'est ça, ouais. Enfin, aussi, la réponse n'est pas cachée. Non, mais le réal, il avait un autre Quel bout en train, ce soir. Le réal avait un autre objectif dans Prisoners que dans Caché, quoi. Enfin, bien sûr. Il y avait tout un concept derrière Caché, voilà. Donc, mais voilà, donc ouais, j'étais vraiment content de le revoir, ce film. Et puis voilà, donc je mettrais aussi un 9. Ok. Parce que c'est pas mon préféré Villeneuve, on va dire. Alors pourquoi t'as pas mis ton préféré de Villeneuve? Parce que t'as mis Villeneuve avant que quelqu'un d'autre mette Villeneuve. Ouais, mais parce que je sais pas. Enfin, c'est quoi l'ASF l'a déjà eu. Mal de notre film préféré. Non, parce que l'ASF l'a déjà eu, je crois, oui, plus ou moins. Après, il avait d'autres films qu'il a fait aussi. C'est quel ton préféré de Villeneuve, du coup? Je sais pas, peut-être Premier Contact, j'ai préféré, je pense. Premier Contact ou. Peut-être c'est celui que tu avais envie de revoir aussi. T'es pas aussi, ouais, non, aussi thriller aussi, je voulais mettre un thriller, quoi, pour un peu changer et puis mettre un autre film aussi pour varier un peu nos plaisirs. Exact. Après, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé CNI, mais qui est un peu jeté comme film quand même. Mais, non, mais enfin, globalement, j'ai tout aimé de Villeneuve, mais c'est vrai que peut-être avec le recul, je crois que peut-être Premier Contact ou même Dune, j'ai beaucoup aimé aussi, mais peut-être qu'il y a encore un peu trop. Très bien. Je me réjouis qu'il y ait des suites. J'espère qu'ils vont. Je sais pas si ça a eu du succès, mais ce serait bien que ça continue, qu'ils fassent un peu comme un Star Wars. Je crois qu'il est rentré dans ses frais, puis il a quand même rapporté pas mal d'argent. Mais... Ils avaient annoncé une suite, il me semble, en tout cas. Okay, mais des fois, ils annoncent, mais après, il faut qu'ils regardent après. Ils annoncent au deuxième jour. Donc, ouais, non, mais voilà, c'est pas mon préf, on va dire, mais il reste quand même très cool. Donc, 9. En plus, j'ai déjà mis un 10 cette saison, donc ça va. Non, c'est très bien. Non, mais tu sais, je crée du dialogue, hein, je critique pas. C'est vrai. Eh bien, voilà, on va passer au tirage.
Wouhou, le gros suspense, le meilleur moment de l'émission. C'est 1h30 de préliminaire, tout ça. Juste pour 10 secondes. Quoi. Il reste 4 films, dont 2 à moi. Il y a quand même un moment, il faudrait que ça tombe. Hein. C'est vrai que tu n'as toujours pas eu un film à toi. Ah, pourtant, tu triches normalement, donc c'est étonnant. Non, mais non. Putain, c'est toujours garder le meilleur pour la fin. Truman Show. Ah, cool. Okay. Bah, tu vois, on parlait de Jim Carrey. Bah, voilà, on ne peut pas détester Jim Carrey dans Truman Show. Pas dans Truman Show. Mais... Non, mais on ne peut pas. Donc, je suis très content et j'adore la musique de Truman Show. Donc, ça va être un plaisir de le revoir, même si je le connais par cœur. J'ai dû le voir 10 fois. Non, au ciné, je suis quand même pas comme le vieux fou là, qui allait voir Kaamelott. C'est tout Kaamelott, quoi. Non, mais quand t'es gosse, t'as des cassettes vidéo, bah, tu regardes celle que t'as, quoi. Et puis, t'as enregistré ça et Truman Show, bah, tu le regardes régulièrement, quoi. Là, tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exact, mais j'ai beaucoup plus de 20 ans. Max, dis-nous 2 mots, Truman Show. Bien. Magique. Ouais, voilà, pourquoi... moi, je sais pas, Jim Carrey, déjà, il m'a accompagné un peu toute mon enfance, adolescence, quoi. C'est vraiment un acteur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai idolâtré, et que je trouve qu'il est super bon que ce soit dans la catégorie, en fait, film drôle ou dans les films pas drôles, je trouve qu'il est vraiment très, très bon. Et Truman Show, pour moi, c'est juste l'entre-deux. Et Menteur aussi, c'est un film drôle, pas drôle. Oui, mais non, je fais exprès. Hein, c'est Truman Show est quand même nettement plus, c'est un bon film. Plus profond. Bah, c'est un vrai bon film. Menteur, c'est juste il est nul, donc ça devient pas drôle alors que c'est censé être drôle. C'était la vanne. Elle a raté. Dis pas ta vanne, Fred. Du coup, non, voilà quoi. Je pense que c'est un peu pour ça que je l'ai choisi. C'est un bon entre-deux. Et ouais, il est autant drôle que touchant et poignant, quoi. Donc. Ouais. Ouais, mais je suis curieux de le revoir. J'ai revu des extraits. C'est toujours un plaisir de le revoir, quoi, aussi. Il y a le mec avec son béret Kangol, là, qui est dans sa tour de contrôle. Les bérets Kangol, c'est vrai que ça se porte plus trop, donc c'était aussi une époque. Bah, te faire enculer, mais le mien, c'est pas un Kangol. Mais c'est pas un béret Kangol. Non, mais tu sais, le béret Kangol à l'envers. Il y avait oui, à la Samuel Jackson. Voilà. Mais le mec dans sa tour de contrôle, le dieu, il porte un truc comme ça. Je me réjouis de parler de cet aspect-là, justement. Et puis en plus de ça, je pense que c'est aussi, avec tout ce qui est réseaux sociaux et télé-réalité, tu vois, c'est très actuel. Ça reste en fait toujours d'actualité. Tu as raison. Ouais. Non, encore quelque chose? Non, ouais, voilà, oui, merci de nous avoir regardés. Faites des dons. Faites des dons. Likez. Merci les gars d'avoir été là, c'était cool. On s'est bien marré. Ouais. Et voilà, nous étions en situation critique. Enfin, nous sommes libres. Et nous verrons. Mais pas encore. Pas encore.